Hey! Félicitations, tu l'as eu? Cool. Ma clap? Non, ton son. Ah, oui. Fait Ok. 15 minutes qu'on parle. Ouais, non, il y avait des problèmes de son, c'était tough. Maintenant, j'ai réussi. Merci d'être là. Abonnez-vous si vous êtes là. Like, subscribe, all that stuff, you know. Jesus, Hein? jamais ça. C'était pas la meilleure. Non, m'excuse. Aujourd'hui, on est avec Christa. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous autres aussi. Yes. Courtière. Ouais, courtière immobilière. Donc, ça sera ça le sujet aujourd'hui. Depuis combien de temps? J'ai commencé en 2009. Ah ouais. 2009-2010, là, dans ces eaux-là. Fait que ça fait un bon petit bout de temps. Avant que ça soit hype, dans le fond. Oui, Ouais, bien hein? avant que ça soit hype. Dans notre temps, c'était plutôt des deuxième, troisième carrières que les gens se dirigeaient vers le courtage immobilier. Puis, fait que, ouais, moi, c'est ce que j'ai fait de ma vie. Ah, c'est drôle, ça. J'ai jamais eu cette impression-là que c'était comme pas hype. Puis, dans le fond, des maisons, ça en est toujours vendu depuis les années 30, 20, 10. Là. Mais il y avait des courtiers partout, mais c'était des seconds emplois. Les gens, ils étaient pas capables de vivre de ça. Ben, il y avait quand même beaucoup de courtiers, mais on dirait que c'était pas populaire comme emploi. Moi, je me souviens quand dans notre classe, on était peut-être une 28-30. Puis, il y avait plus de têtes grises que de petites jeunesses. Ah ouais. Là. Puis souvent, ben après 2-3 ans, il en restait 4 peut-être qui faisaient encore l'immobilier. T'sais, les gens s'essayaient, mais finalement, sur le terrain, c'était autre chose. Fait que c'était plus difficile. Mais là, aujourd'hui, on dirait que c'est vraiment la mode. Là. Tout le monde veut être courtier immobilier. Puis, ben, je comprends. Ben, on vous voit tout rouler dans des chars de luxe. Puis tout c'est ça. le plus beau Là. métier du monde. Fait que je comprends, mais on dirait que les jeunes pensent à ça comme carrière principale maintenant. Là. On a beaucoup de courtiers qui ont 20, 21 ans qui commencent dans l'immobilier. L'âge que moi, j'ai commencé à 20 ans, mais on n'est plus... plus là. Puis avant de... Là, on va te balancer notre classique sans opinion, Ouais. donc la minute de questions à rafale. Mais avant d'aller là, on aime ça un peu faire tout le temps le backstory de la personne rapidement. Fait que tu sais, tu dis que tu as commencé vers 20-21 ans? Écoute, il faudrait que je fasse des calculs, là, Ouais, mais... à peu près. Mais qu'est-ce Ouais. qui t'a emmené là? Pourquoi ce choix de carrière? Hey, ça, c'est quand même une bonne histoire en plus, Ouais. parce que j'étais un peu tombée là-dedans par hasard. Je travaillais, moi, dans les bars, dans les restaurants avant. Fait que je faisais quand même pas mal d'argent. Puis, j'avais fait mon cégep. Puis là, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. J'étais comme, je vais pas aller m'endetter pour un bac à l'université dans un programme général que j'ai aucune idée. Puis, mon chum de l'époque me dit, « Cristal, je te connais. Si tu lâches les bancs d'école, tu y retourneras pas. » Il y a trop d'argent à faire dans la restauration, en tout cas, à ce moment-là, pour dire que tu vas avoir le goût de retourner à l'école. Fait qu'il a dit, trouve n'importe quelle formation ou un cours, quelque chose que tu pourrais au moins, juste qui te garderait sur les bancs d'école. Puis j'aimais pas même l'école. J'étais pas, je m'en sortais bien, là, sans trop d'efforts, mais j'avais pas des notes extraordinaires, puis j'aimais pas ça. Puis je suis juste allée regarder c'était quoi les formations professionnelles qui commençaient dans les dates que ça m'adonnerait. Okay. Puis, je suis tombée là-dessus. J'ai même pas souvenir que je savais c'était quoi un courtier immobilier. Tu sais, je savais qu'il y avait des maisons qui se vendaient, mais on disait des agents immobiliers en plus à l'époque. Ouais. Je savais qu'il y avait des maisons qui se vendaient, qu'il y avait probablement quelqu'un qui faisait ça, mais c'était pas un métier que j'avais jamais côtoyé. J'avais aucune idée. Puis j'ai dit, ben, je vais m'inscrire à ça. C'est un programme c'était 6 mois dans le temps. J'ai dit, je vais m'inscrire à ça, je vais rester sur les bancs d'école. Puis pour la première fois de ma vie, je tripais vraiment sur ce que j'apprenais. Puis j'avais le goût d'étudier, puis j'avais le goût, tu sais, j'avais vraiment quelque chose qui se passait, là. Fait que là, rendu là, je me suis dit, ben je vais l'essayer, tu sais, l'essayer sur le terrain. Sur le terrain, c'est complètement autre chose, là. Faut comprendre qu'on n'apprend pas grand-chose, finalement, à l'école. Peut-être que maintenant, c'est différent. C'est là. quoi, c'est-tu un an de cours ou... 6 mois. C'était 6 mois 6 dans mois le temps. seulement, OK. Ouais, mais OK. maintenant, je pense que c'est plus comme 1 an et demi, puis t'as pas ton permis commercial d'emblée, tu sais, t'as ton permis résidentiel, puis si tu vas avoir ton permis commercial, il faut que tu retournes à l'école. Mais dans le temps, ils nous donnaient les 2 permis dans une boîte de Cracker Jack, puis 6 mois quasiment à temps partiel, là, tu sais. Okay. Mais, ouais, fait que disons que le défi commençait une fois que le cours était fini. Mais, ouais, c'est comme ça que je suis tombée. Puis finalement, j'ai dit, ben, je vais l'essayer. Puis, écoute, c'était pas facile au début, mais j'ai jamais regardé en arrière. On dirait que c'était comme, j'étais à ma place. Crème. On aimerait ça que ça nous arrive tout de même. Ouais, C'est ça. ouais, la vie fait bien les choses, honnêtement. Ouais. J'aime ce que je fais encore aujourd'hui, autant qu'au début, même, je pense, 10 fois plus, là. OK, nice. Fait qu'on a quelqu'un qui est passionné et en amour Oui. avec le domaine. Est-ce que je vais juste faire un lien parce que, tu sais, dans le fond, pour ceux qui savent pas, ben, on se connaît depuis longtemps. Puis dans le temps des bars, ben, on se connaissait justement. Ouais. C'est le moment que, tu sais, on avait des amis pis tout dans les Dans écoles. le temps de cégep, là, ouais. Ouais, c'est ça, cégep.
Est-ce que le fait que tu aies travaillé dans les bars, ça a fait en sorte que tu as connu beaucoup de monde, puis ça t'a aidé à partir de ta carrière? Parce qu'après ça, le référencement peut-être, ou « Hey, moi, j'ai une maison à vendre, va voir Cristal, tu sais, puis tout. Ouais. » Ça a-tu aidé, ça? C'est sûr que... Puis en plus, je viens de Sherbrooke, c'est une petite ville, tout le monde se connaît. Puis moi, en plus que je travaillais dans les bars, dans les restaurants, le monde me connaissait encore plus. Moi, je connaissais aussi tout le monde, mettons, de vue, mais tout le monde savait j'étais qui. Ah, Well Pub, là, tout le monde. On fait un petit clin d'œil, feu Well Pub. Est-ce que ça m'a aidé? Je pense, c'est drôle parce que je me suis quand même beaucoup posé cette question-là. Je pense qu'au début, ça m'a nui. Parce que je connaissais beaucoup de monde, mais j'étais une barmaid, tu sais. Fait que c'est quand tu as le plus gros investissement de ta vie à faire, tu fais pas nécessairement confiance à la fille qui te vendait les shooters puis les bières au bar, tu sais. Fait que j'avais vraiment beaucoup de contacts, mais c'est pas ces contacts-là qui m'ont donné ma première chance, on va dire. Je suis vraiment allée à la dure trouver des nouveaux clients. Mais je pense que du moment que j'ai un petit peu fait ma place dans ce milieu-là, là, les gens étaient contents de me connaître puis de m'appeler en disant « je la connais depuis longtemps », tu sais, parce que j'avais fait mes preuves. Là, tu étais rendue une professionnelle, dans le fond. Oui, je pense que j'ai enlevé complètement cette image-là des bars, puis là, j'avais démontré que j'étais à ma place puis que je savais ce que je faisais. Mais j'ai pas l'impression qu'au début, ça m'a tant aidé. Mais encore aujourd'hui, j'ai des répercussions de ça, là, des gens qui venaient au bar puis qui m'en reparlent de cette époque-là puis qui m'engagent pour vendre, pour acheter. Ouais. En même temps, man, c'est capable de genre calculer genre 8 bar tab en étant un peu tipsy. Je ferais quand même confiance sur genre faire des achats. Peut-être que je fais pas confiance aux bonnes personnes. Je pense qu'on pourrait y aller avec les sans opinion. Donc 1 minute de questions, réponse oui, non, réponse courte, ou tu peux passer aussi. Et on va revenir après. Donc comme d'habitude, vous restez après parce que sinon vous chialez sur genre ben là, elle a pas dit ça. Ben on en revient après et on nuance le propos. Est-ce qu'on est prêt? Très prête. Ouais, ok, ça part. Est-ce que les courtiers gagnent trop d'argent? Non. Est-ce que tout le monde pense que sa maison vaut plus qu'elle vaut vraiment? Non. Est-ce que les couples se chicanent souvent devant toi? Chicane, non. Mais des opinions. T'as déjà vendu une maison que tu savais trop cher pour le client? Oui. Est-ce que n'importe qui peut devenir courtier? Devenir, oui. Rester. T'as déjà eu peur pour ta sécurité pendant une visite? Oui. Penses-tu que le marché va plafonner un jour? Non. T'aimes mieux travailler avec les vendeurs ou les acheteurs? Les acheteurs. Est-ce qu'il y a du sexisme dans ton métier selon toi? Oui. Penses-tu que le métier attire les bonnes personnes? Non. T'as déjà dit « c'est un beau potentiel » juste pour être poli? Oui. Y a-t-il des clients que tu refuses volontairement? Oui. Time. C'est bon. Ok, au pire, les autres, j'en reviendrai plus tard. Mais il y en a que j'aime bien, mais c'est est-ce que les courtiers deviennent un peu psychologues malgré eux? Totalement. Ouais, hein? Ouais. Ok, parfait. Y en a-t-il une que vous voulez attaquer Je en pense premier? Dans ta deuxième question ou quelque chose comme ça, c'était quoi, non? Est-ce que tout le monde pense que sa maison vaut plus cher qu'elle vaut vraiment? T'as dit non? Non. Ben, j'ai toujours eu l'impression que genre ouais. quelqu'un qui met sa maison en vente va regarder un peu le marché et va faire ben là, la mienne, elle vaut au moins ça. T'sais. Ben, en fait, dans les faits, oui. Mais on dirait que depuis la pandémie, il y en a aussi qui n'ont aucune idée de la valeur de leur maison. Puis les valeurs ont tellement augmenté que des fois, on arrive dans une maison puis les gens... La gueule leur tombe quand on leur dit que ça peut valoir ce prix-là sur le marché actuellement, tu sais. C'est sûr que, tu sais, il faut comprendre que les gens, quand ils évaluent leur propre maison, ils ont tout le côté émotif, ils ont tout le temps, l'argent qu'ils ont investi dans la propriété. Ils savent pas non plus nécessairement qu'est-ce qu'ils ont mis dans la propriété qui ajoute de la valeur, puis d'autres que ça n'en ajoute pas ou ça n'en ajoute pratiquement pas versus le coût que ça leur a coûté à eux. Mais, donc, oui, on va dire généralement, souvent, les gens, ils pensent que ça va le plus cher parce qu'en plus, eux autres, ils regardent le marché, ils regardent ce qui est à vendre. Ils regardent pas nécessairement ce qui s'est vendu parce qu'ils n'ont pas accès à ça. Puis c'est sûr qu'en ce moment, ben c'est un petit peu différent parce que souvent, on regarde le prix affiché, puis plus souvent qu'autrement, même, ça se vend au-dessus du prix affiché. Mais dans le temps, des fois, on regardait une propriété qui était à vendre, puis ça faisait 6 mois, 7 mois, 9 mois qu'elle était à vendre. Elle est trop chère, la maison. Fait que c'est sûr que si on se base sur cette maison-là, ben on risque de mettre ta maison trop chère aussi, tu sais. Fait que oui, quand même, souvent, mais pas toujours. Pas toujours, honnêtement. Il y a des clients, des fois, qu'on surprend vraiment à la hausse, puis qu'eux autres
sont très, très, Parce très que comme tu as dit, un spa à 15 000 $, ça ajoute pas 15 000 Ouais, $ c'est de pas- valeur c'est à pas- ta maison. là. Absolument pas. Ouais, c'est ça, là. Mais tu sais, dans ça, qu'est-ce qui serait des investissements qui n'ajoutent pas de valeur? Parce qu'on pense à une piscine creusée, ça, directement, probablement. Non, c'est Mais- classique. Je pense que la piscine n'ajoute pas de valeur. Ben, versus qu'est-ce que ça t'a coûté la faire, puis genre finalement, qu'est-ce que tu vas Fait que gagner c'est en juste valeur. une valeur émotionnelle au Ben, final. l'attrait, Il y a quand même une différence. Tu sais, quelqu'un qui met une piscine hors terre, il va pas la payer une fortune, il en profite, tout ça. Rendu là, ça rajoute pas de valeur. À mon avis, à moi, on s'entend, là, j'ai pas la science infuse, mais il y a du monde qui veulent une piscine, puis il y a du monde qui veulent rien savoir d'une piscine. Pour eux, c'est le coût de l'enlever qu'ils vont voir. Tu sais. C'est sûr que quelqu'un qui met entre 50 et 100 000 sur un aménagement de piscine creusée, avec une belle slab de béton, dans de l'aménagement paysager, des belles clôtures, oui, ça rajoute de la valeur. Ça rajoute de la valeur. Est-ce que ça rajoute le coût que tu as mis en investissement? Jamais. Ouais, Jamais. Fait que, tu sais, je vais toujours dire à mes clients, quand tu vas faire un investissement de cette sorte-là, ou tu sais, genre, je vais me construire un garage détaché, tu sais, oui, ça va rajouter de la valeur, mais fais-le surtout pour toi. Ah, ouais. Fais-le surtout pour Même toi. un garage. J'aurais pensé Ouais. qu'un garage... c'est-tu parce qu'il est détaché, mettons? Est-ce que ça a une différence? Attaché, détaché, il y a du monde que ça va vraiment être un critère de base. Tu sais, Ouais. quand j'accompagne les J'ai acheteurs, besoin mettons, d'un garage. mais il y en a qui vont dire, ben s'il y en a un, c'est un plus. Mais tu sais, je veux pas payer 50 000, 60 000, 100 000 de plus parce qu'il y a un garage, mais c'est ça que ça coûte de le construire, tu sais. Fait que c'est sûr que tu sais, les meilleurs investissements dans une propriété pour aller regagner de la valeur, ça va être cuisine, salle de bain. C'est ça que c'est les pièces que les gens regardent le plus, tu sais. Fait que... Ok. Notez-le, la gang. Non, mais à la question, est-ce que les courtiers gagnent trop d'argent? J'ai dit non, hein. T'as dit non? Ouais. Moi, j'ai aucune maudite idée comment ça fonctionne parce que locataire, OK, tranquillement, magazine, mais vraiment pas pressé. Je sais même pas comment ça fonctionne. Moi, dans ma tête, il y a du proprio, il y a vous autres, puis je comprends pas la différence. Je comprends qu'il y en a un que je magasine tout seul, l'autre, je passe par toi. Qu'est-ce que tu m'apportes? Comment, genre... C'est une bonne question. Ouais. C'est une question qui est extrêmement large. Là. Tu sais, Ouais. tu me parles aussi du proprio, tu me parles est-ce qu'on gagne trop d'argent. En fait, c'est que... Ben, je veux comme aller au gagner trop d'argent en finalité, mais avant, je veux comprendre Ouais. le processus complet. Bien, évidemment qu'on est un professionnel immobilier, tu sais, chacun son métier. Mhm. Un vendeur est capable de vendre par lui-même. Un acheteur est capable d'acheter par lui-même. OK? Ça, tout le monde devrait y arriver. Mais ça se peut qu'il le fasse très mal puis qu'il y ait des erreurs qui soient très, très, très coûteuses. On s'entend, quelqu'un qui vend sa maison, quelqu'un qui achète sa maison, c'est les plus gros investissements d'une vie, là. Au final, notre coût, nous, souvent, les gens qui font des erreurs disent « J'aurais été plus avantagé, finalement, de payer une commission puis de ne pas faire cette erreur-là. » Quel genre ouais, d'erreur? Ouais, ouais. c'est ça. Des déclarations qui sont mal faites. OK. Des déclarations qui sont mal faites. C'est juste nos formulaires de l'OAC qui sont obligatoires, qui ont 10 pages à peu près, qui sont des questions sur toute la propriété. Tu sais, quand on passe ce document-là avec nos vendeurs, là, y a-t-il déjà eu infiltration d'eau? Il y en a souvent, plus souvent qu'autrement, qui me disent non. Puis après, ils me disent, ben il y en a déjà eu, mais c'était l'ancien propriétaire. Depuis que nous, on est propriétaire, il n'y a rien eu. Mais il faut le déclarer. Parce qu'après des fausses déclarations, ça peut vraiment, vraiment amener un vendeur dans le trouble. Puis souvent, un recours en vice caché ou en dol, c'est très, 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 très coûteux. Là. Ou juste un acheteur, tu me parlais d'un acheteur. Tu sais, généralement, même l'acheteur, il ne paie pas de commission parce qu'on est payé à même la commission du vendeur. Nous, on s'assure que notre acheteur, il paie le bon prix. Tu sais, quelqu'un qui va s'afficher sur du proprio, il se base sur quoi pour fixer son prix de vente? C'est bien rare qu'un vendeur du proprio va nous dire « ben moi, j'ai pris le prix vendu des marchés, j'ai enlevé 4-5 % de commission parce que, dans le fond, j'ai pas de courtier à payer, puis là, je l'ai mis à ce prix-là. » Non. Ils le mettent au prix qu'ils voient les maisons à vendre. Fait que le 4-5 %, l'acheteur final, il paye. Il n'y a pas eu de service. Fait que, tu sais, nous autres, notre rôle, quand on accompagne un acheteur, c'est de s'assurer qu'il paye le bon prix du marché aussi, avec des comparables qui sont vendus en fonction des travaux qui ont été faits, des travaux qui sont à faire. Tu sais, on rentre dans une maison, nous, on les voit tout de suite, les red flags. Tandis que un acheteur va plutôt regarder, est-ce que c'est assez grand? Est-ce que mes meubles fit? Est-ce que je suis emballée? Est-ce que j'ai le coup de cœur? Tu sais, on est dans les émotions. Bien, le courtier, on est dans les émotions aussi. Mais notre rôle, c'est d'enlever aussi ces émotions-là pour s'assurer que notre client fasse un bon achat au bon prix. Moi, je vais toujours dire à mon client acheteur, puis ça me fait penser à une autre de tes questions, si jamais ton plan se passe pas comme prévu puis que tu m'appelles dans 1 an pour la revendre, je veux au moins te la revendre au prix que tu l'as payé, tu sais. Je veux pas que tu perdes de l'argent. L'immobilier, investir dans l'immobilier, on perd pas d'argent, là, tu sais, si on fait des bons achats. Fait que, tu sais, au final, la commission qui est payée,
apparaît pas là, quand tu l'as payé au bon prix du marché, que tu as fait les bonnes vérifications, que tu as peut-être fait une inspection que tu n'aurais pas pensé faire si tu n'avais pas été accompagné par un professionnel, qui finalement va te coûter une surprise après l'achat. Fait que c'est sûr que, tu sais, est-ce qu'on est trop payé? Je pense pas. Mais c'est sûr que le public, ce qu'ils voient, eux autres, c'est qu'on est payé cher pour pour peu de travail. Eux autres, ils voient le peu de travail. Mais quand un client m'engage, là, ce qu'il engage, c'est pas un courtier immobilier, c'est 15, 16, 17 ans d'expérience. Ouais. C'est toutes les transactions que j'ai vécues dans ma carrière qui fait que maintenant, on va prévenir, on guérit pas, là. T'sais, on prévient toutes les erreurs possibles, on prévient tous les pépins qui peuvent arriver, pour avoir une tranquillité d'esprit, pour s'assurer de payer le bon prix, pour faire les bonnes vérifications, que le document soit bien rempli. T'sais. Fait que, mais les maisons ont augmenté de prix. Fait que nécessairement, on est payé plus cher. Non, mais honnêtement, excellent speech. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a beaucoup de choses là-dedans, puis il y en aurait long à dire, mais tu sais, il y a des courtiers qui sont payés trop cher parce qu'ils travaillent pas bien, puis ils sont payés trop cher. Mais un bon courtier, selon moi, n'est pas payé trop cher. Mais ça, c'est basé aussi sur l'argent aux clients, là. Le nombre de ventes ou d'achats que tu fais à ce moment-là. Ça ressemble à quoi un mois? Il y a combien de maisons qui passent par toi ou que tu en gères combien? Il y a combien de ventes qui se closent? C'est quoi un mois type, mettons? Ça doit être différent de pour chaque courtier. Absolument. Ouais, mais là, je parle pour toi, avec tes années d'expérience. Tu sais, il y a des courtiers, je pense, la moyenne au Québec, c'est comme 8-10 ventes par année. Là. C'est minime. Là. Peut-être 12. Là, comme c'est pas beaucoup. Il y a beaucoup de courtiers qui travaillent fort, mais qui ne closent pas ou qui ont pas assez de clientèle. Puis c'est pour ça aussi qu'on perd des membres là, à chaque année là, qui arrivent sur le terrain et font comme OK, les clients, ils tombent pas du ciel. Avec l'expérience, je veux dire, moi, je dois faire à peu près entre 75 et 100 transactions par année. Il y a une bonne différence avec 8 Il y a une bonne différence. Puis c'est une moyenne, hein, au final. Mais tu le travailles, là, j'imagine. On le travaille, puis c'est sûr que, tu sais, moi, j'aime dire aussi, le courtier qui commence, il va peut-être faire 10 fois plus de travail pour arriver à une transaction que moi parce que je les ai presque toutes vécues, les situations. Fait que je suis capable de bien qualifier la propriété, le vendeur, l'acheteur. On sait quoi faire pour que ça fonctionne, tu sais. Fait que c'est sûr que... il n'y a pas de transaction par jour. Au final, c'est dans l'année. Puis quand je parle de transaction, je parle de côté transactionnel. Parce que des fois, on va représenter le vendeur. Des fois, on va représenter seulement un acheteur. Des fois, on va représenter le vendeur. Bien, on va accompagner aussi l'acheteur, même s'il est non représenté, pour pouvoir acheter la propriété. Fait que ça nous fait 2 côtés transactionnels. Fait que c'est pas nécessairement une centaine de propriétés, mais c'est des côtés transactionnels, ouais. Ça t'a pris combien de temps au début parce que quand tu parles de marché, justement, t'arrives, tu commences après tes cours, t'es comme fuck, le terrain, c'est vraiment pas pareil que la réalité. Ça t'a pris combien de temps avant de justement là, un peu maîtriser là, toute cette réalité-là, puis d'arriver kiff-kiff dans ta vie à toi, mettons, genre, ouais. Ça a été long. Puis tu sais, en plus, au début, on n'avait pas les réseaux sociaux dans mon temps, là, fait que tu sais, fallait trouver de la business à quelque part, là. Fait que tu sais, on faisait des appels. J'ai pas eu un affaire beaucoup, mais j'ai déjà fait du porte-à-porte, tu sais. Je pense que ça a pris 6 mois avant de faire ma première vente. Puis cette première vente-là, elle était pas payante. Puis en plus, elle allait juste rembourser mes frais d'opération de mon dernier 6 mois, tu sais. Puis mon chum de l'époque, qui était entrepreneur, il me disait « Cristal, t'es une business en ce moment. Tu sais, t'es investi dans ta business. » Parce que j'avais des sous de côté. Puis c'était toute partie en fumée là, en quelques mois, tu sais. Fait que je comprends qu'il y ait des courtiers qui lâchent parce que c'est quand même insécurisant au début. Mais à un moment donné... ça vient plus fréquemment, puis après, t'as des ventes, puis là, t'es plus en remboursement de tes dettes, que là, tu commences à renflouer un petit peu les coffres, là. Mais écoute, maintenant, les courtiers, ils arrivent sur le marché, puis avec les réseaux sociaux, des fois, ça explose, puis les gens, ils t'engagent, et ils savent pas si ça fait 6 mois ou 6 ans que t'es courtier, tu sais. Ben, moi, je veux pas être ton premier client, là, c'est sûr, là. Ben, tu comprends ce que je veux dire? T'sais, mettons, là, le speech que tu m'as fait tantôt, je suis comme, yeah, genre, elle a full cette expérience-là, elle a vécu toutes les vis cachées, les affaires, je suis comme, go, tu sais. Ouais. Mais comme, la personne qui commence, doit être tough en sacrement, là. Ben, je trouve que les courtiers qui commencent maintenant, par exemple, sont très outillés. Versus nous, quand on est rentré dans le courtage dans mon temps. Je pense que j'imagine que la formation est plus complète. Okay. Mais en tout cas, moi, je les trouve ça coche, les nouveaux courtiers. Mais
il n'y a rien qui équivaut à de l'expérience. Non, c'est Il n'y a ça. rien qui équivaut à de l'expérience. Ils ont beau avoir des bonnes ressources, avoir bien étudié, l'expérience, ça ne s'achète pas. C'est du temps, puis c'est un nombre de transactions. Tu peux faire 10 ans que tu es courtier, si tu as fait 2 transactions par année, tu n'as pas l'expérience. Tu n'as pas l'expérience. Ouais. C'est à chaque pépin qu'on rencontre dans une transaction, puis qu'on le règle, où on apprend, qui fait qu'aujourd'hui, quand tu engages un courtier qui a de l'expérience, ben, tu es en sécurité. Tu es en sécurité. Puis tu sais que tu peux te fier sur ton courtier parce que, tu sais, on est un outil de conseil, finalement, là. Tu sais, de t'assurer que, tu sais, si tu as besoin d'un avocat, tu veux un avocat qui a déjà plaidé, là. Tu veux un avocat que, tu sais, si tu engages un avocat, c'est parce que tu as besoin d'un avocat, tu sais. Tu veux pas quelqu'un qui vient d'avoir... qui sort du barreau puis qui, tu sais... Non, puis tu sais, puis trop souvent, quand tu sais, puis cette question-là, on l'a posée parce qu'elle est polarisante. Tu sais, vous le savez, Chris, si vous êtes là, c'est comme ça le but du podcast, mais souvent, je trouve, il y a comme la règle des 1000 heures, un peu, je sais pas si vous avez déjà entendu ça, ça prend 1000 heures être bon dans peu importe ce que tu fais, là, ou tu sais, comme en humour, il dit, ça prend 500 shows avant d'être genre correct. Ah, c'est comme dans n'importe quoi, ouais. Puis on dirait que souvent, puis l'argent au Québec, on a de la misère à en parler, vraiment. Tu dois vraiment le savoir. Fait que des fois... Peu importe c'est quoi le métier, les gens sont ils gagnent trop d'argent, Je suis comme cette personne a gagné son expérience, puis son expérience t'as paye, tu sais. Puis genre ultimement c'est juste ça, mais on le voit pas derrière là, les 16 ans de grind là, puis du nombre de visites que tu as dû faire à gauche, à droite, en justement puisant des économies. Le nombre de dossiers qu'on a travaillé puis qui nous ont donné 0$. Fait que c'est ça que les gens comprennent pas nécessairement. Tu sais. Le risque. Là. Moi, je prépare la vente de ta propriété. J'investis de l'argent. Toi, ça t'a coûté 0$. Là. C'est moi qui investis dans la publicité, dans toute la mise en marché. Je fais les visites, je me déplace, je négocie. Si on n'a pas de deal, au final, là, c'est moi qui est dans le trou, tu sais. C'est moi qui est dans le moins. Toi, ça t'a coûté 0$ comme vendeur. Fait que, tu sais, puis il y en a des dossiers, on essaie d'en avoir le moins possible, mais qu'on peut travailler pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, puis finalement, le projet de l'acheteur ou du vendeur change, puis c'est 0$, tu sais. Fait que ou c'est sinon, sûr... tu touches juste un 2% parce qu'il y a un autre courtier là-dedans, Aussi. puis tout ça, puis Mais ça, qu'au c'est bout de correct. 6 mois... Ça, c'est correct, parce mais que ça si tu finit par calcules se tes heures balancer, au bout de 6 mois, 1 an, t'as pas fait beaucoup d'argent. Faut cette surtout banque-là. pas calculer nos heures c'est dans ça. ce métier-là. C'est ça. Des fois, les gens me demandent tu travailles combien d'heures par semaine. Je dis... Oui, mais c'est ça, là, parce que tout à l'heure, tu as dit, tu sais, on a l'impression, on vous regarde, puis vous n'avez pas l'air de travailler, mais tu dois avoir ton cellulaire qui peut sonner quasiment 24 heures sur 24. T'as-tu un cellulaire personnel puis un cellulaire? Non. Non, t'as juste un cellulaire? J'ai un cellulaire, puis honnêtement, c'est en masse à gérer. Je pourrais même pas m'imaginer avoir un deuxième cellulaire, puis devoir faire Non, les mais deux. pourquoi tu voudrais pas séparer personnel et courtière? Honnêtement, faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Fait que, tu sais, il y a des courtiers qui vont fermer leur cellulaire à 6 heures le soir, là, tu sais. Mais moi, personnellement, j'ai toujours, puis je pense que c'est ce que mes clients ont aussi toujours apprécié, ma façon de travailler, je suis toujours disponible. Ouais. Je suis toujours disponible. Je travaille fort pour prendre au minimum une journée de congé par semaine, mais cette journée de congé-là, mon téléphone n'est pas fermé. S'il y a de quoi, si un client m'appelle, c'est sûr que je vais répondre, je vais prendre le temps. Si c'est quelque chose qui peut attendre au lundi, je vais dire « Écoute, c'est ma journée de congé aujourd'hui, je suis en famille ou peu importe. Est-ce que tu es d'accord qu'on s'appelle demain pour en discuter ou quoi que ce soit? » Mais tu sais, les clients m'arrivent de partout. Dans le sens qu'ils m'appellent, ils m'écrivent des courriels, ils me textent, ils m'écrivent sur Messenger, ils m'écrivent sur Instagram. Il faut que tout soit en même place. Il faut que tout soit en même place. Mais, tu sais, c'est mon outil de travail. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu disais que, ou c'est ça qui a dit, je me souviens plus qui a dit, on a l'impression que vous travaillez pas, mais c'est pas la réalité des choses. Là, c'est pas, non, mais pas que je travaille pas, que l'argent peut devenir facile après un certain temps, mais c'est comme, genre, c'est les années d'expérience font que demandez au conjoint d'un courtier immobilier si son chum ou si sa blonde travaille pas. Ouais, c'est ça. C'est tough parce qu'on travaille tout le temps. Fait que oui, des fois, un mardi après-midi... je suis capable d'aller faire mes commissions ou je suis capable d'aller au spa ou quoi que ce soit. Bon, ça, c'est plus rare, là, mais tu sais, on est capable de prendre du temps hors des heures normales. Mais des fois, un samedi soir, je suis dans un souper avec des amis, puis il faut que j'aille dans une autre pièce, écrire une offre d'achat, rush, négocier une contre-offre. Téléphone sonne, c'est un client qui est en panique, il est inquiet de quelque chose. Je vais jamais laisser tomber mes clients. Fait que c'est sûr que, tu sais, oui, on a des temps où ils sont bien, les courtiers, tu sais, ils sont au golf un mardi, un c'est mercredi. C'est comme tout travailleur autonome, là, on vit la même affaire aussi, là, tu sais, comme tu dis, moi, je vais jouer au golf, j'y vais sur semaine parce que le week-end, mes enfants sont là, fait que oui, je peux me permettre d'aller jouer au golf la fin de semaine, mais comme tu as dit, le conjoint, souvent, il s'en rend pas compte, mais le soir, là, des fois, t'es dans ta tête, là, il est 7h, 8h, puis t'es dans ta tête, t'es juste en train de penser, dans notre cas, mettons, au tournage du lendemain ou à tel montage que je suis en train de faire, puis t'es sur ton cellulaire, en train de regarder des affaires en lien avec ton entreprise. Fait que oui, il y a une certaine liberté de pouvoir aller faire, mais
c'est un entrepreneur, parce que t'es Ouais. un entrepreneur, Oui. tu sais, fait Ouais. que Mais on est tous pareils. là. Je pense que, puis tu sais, ça dépend des jobs, mais c'est juste une réalité de 2025. Tu as dit de battre le fer pendant qu'il est chaud. Ouais. Je veux dire, nous autres, depuis qu'on réfléchit plus sur notre business de même, ça va mieux. Juste parce que, tu sais, j'écris à Google, mettons, puis ils me répondent pas pendant 10 jours, il n'y a rien qui me fait plus chier sur la terre, tu sais, puis c'est des grosses business, puis tout. Mais quand j'investis mon argent, genre tu viens avec nous, on travaille pour toi, on Ouais. te rend un service, peu importe c'est qui, je veux avoir l'impression que j'ai un service client, tu sais. Ouais. Puis comme T'as totalement raison. ça vient avec ça, mais depuis qu'on est plus comme ça, puis qu'on n'est pas comme tu sais, genre comme n'importe quelle compagnie, mettons, qui ferme à 4 heures le vendredi, puis je te réponds lundi. C'est bizarre, les gens se sentent plus accompagnés, tu sais, Ouais. puis ils reviennent avec nous, parce que quand ces gars-là sont tout le temps sur la tâche, mais oui, on déconnecte moins, mais en même temps, ça apporte plus de business. Fait que là, faut comme Ben, deal avec on les est deux, dans tu sais. une ère où ce que les gens s'attendent à avoir des réponses rapides, Ouais. tu sais, avec juste avec tu sais maintenant avec ChatGPT, avec tu sais peu importe, tu fais une oui. recherche, tu as ta réponse maintenant. Fait que c'est sûr que si le professionnel veut garder sa place dans son milieu, il faut qu'il soit on compétitionne pas contre les AI là, mais il faut qu'on soit capable d'être disponible rapidement. Puis moi je vais toujours dire à mes clients, je réponds pas au téléphone quand je suis en rendez-vous. Par contre, écris-moi un texto, puis dès que j'ai le temps, je vais te répondre, tu sais. Ouais. Puis je vais t'appeler dès que j'ai le temps. Tu sais, c'est important de se parler au téléphone, on va pas juste non plus faire du texto, là. Mais tu sais, combien de fois j'ai mon chum qui me parle puis qui me dit... Il me dit quelque chose, puis je le regarde, je l'écoute, mais je suis pas là, là. Tu sais, fait qu'on travaille commandeur. Moi, personnellement, je travaille... Il y a temps. juste quand je dors pas, il y a Ouais. juste quand je dors que je travaille pas, puis même encore, des fois, ça m'empêche de dormir, tu sais. Des fois, tu closes un dossier où il est pas closé, il est 11h30 le soir, tu vas te coucher, écoute, ça spin là-dedans, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde peut avoir le permis, là. Ouais, c'est ça qu'on disait, la question, Mais c'est là. pas fait pour tout le monde parce que c'est pas tout le monde qui est capable de prendre cette charge mentale-là, puis le stress de tous nos clients, que nous, notre job, c'est d'enlever le stress de nos clients. Puis quand les clients sont dans une transaction, souvent, il y a du stress. C'est très émotif, c'est un gros investissement, c'est de l'inconnu pour eux. Fait que nous, notre boulot, c'est de tout prendre ce stress-là, de leur enlever, qu'eux autres peuvent juste relaxer puis sentir qu'ils sont bien accompagnés puis que leur investissement va bien se passer, que leur démarche va bien se passer, tu sais. Mais ce stress-là, on le prend. Fait que c'est sûr que, tu sais, il faut trouver plein d'autres moyens pour le laisser aller de notre côté. Mais le cellulaire, t'as raison, c'est comme... Moi, je peux pas avoir de cellulaire. Là. J'ai une batterie de spare tout le temps dans mon sac. T'as-tu une certaine nostalgie, parce que t'as dit que quand t'as commencé, c'était plus du porte-à-porte. T'as-tu de la nostalgie de ça? Parce que là, on rajoute aussi dans tout ça, on a parlé un petit peu des réseaux sociaux, faut que tu te vendes en ligne. Fait qu'il y a toutes les publications, on rajoute les commentaires qu'on a parlé 1000 fois ici qui peuvent taper sur l'ego, puis ainsi de suite. Y a-tu une certaine nostalgie dans le temps de dire que t'étais moins accessible par le fait que t'étais juste pour bureau, des trucs comme ça? Ou tu trouves que cette accessibilité-là, c'est plus rapide, c'est plus plaisant? Comment tu vois mais moi, la j'adore différence les entre réseaux les deux? sociaux dans mon milieu. Il y en a qui le font très bien, il y en a qui le font très mal. C'est comme dans n'importe quoi, là, tu sais. Je pense que ceux qui utilisent bien les réseaux sociaux, ça peut vraiment être un beau levier dans notre métier. Non, j'ai pas de nostalgie. Tu sais, je pense que j'ai fait du porte-à-porte 2 fois, 3 fois dans ma vie, là, tu sais, au début, là. C'est pas, moi, j'aime pas ça. J'ai mal au ventre, juste déranger les gens, aller, tu sais, comme... Ouais. La prospection, c'est vraiment quelque chose que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pas eu à en faire... C'est pas vrai, on prospecte tous les jours, là. Tu sais, tu me dis que ta tante veut vendre, c'est sûr que je vais m'arranger pour que tu y parles de moi puis de rencontrer ta tante. Mais tu sais, faire du cold call, pas cogner aux portes, il y a beaucoup de courtiers qui font ça. Moi, je sais pas comment ils font, je leur lève mon chapeau. Moi, j'ai mal au ventre puis j'ai des sueurs froides juste à y penser, tu sais. Fait que j'ai pas cette nostalgie-là. J'aime que la clientèle puisse venir à moi par le biais de ces réseaux-là, mais faut pas perdre le côté humain. Puis je pense que c'est pour ça que les courtiers immobiliers qui sont bons puis qui ont pas perdu ce côté-là vont continuer de bien fonctionner dans le temps, parce que c'est bien beau les réseaux sociaux, mais les gens ont toujours quand même besoin de parler à un humain, puis d'être écouté, puis d'être compris. Tu sais, AI peut faire plein de choses, là, mais AI, il n'y a pas d'émotion. Pas Puis, encore. Pas encore. Pas encore. Mais tu sais, les gens ont besoin de parler. Tu sais, je pense que vous pouvez tous être d'accord avec moi. Quand tu appelles à quelque part, puis tu fais juste parler à un robot, puis il faut que tu fasses 56 millions c'est d'options, chiant. puis là, tu es en attente. Tu sais, bon, moi, ça crée tellement de frustration. Fait que tu sais, d'avoir un courtier que tu peux juste appeler son cellulaire, puis d'y parler, même s'il est 9h30 le soir, même s'il est 7h le matin, puis tu peux y parler de tes états d'âme. Tu sais, c'est comme...
c'est précieux, ça. Puis je pense que c'est pour ça que notre métier n'est pas amené à disparaître, là. Pas du tout. Mais il ne faut pas que les nouveaux courtiers perdent ça de vue. Parce que là, il y a beaucoup de nouveaux courtiers qui font que leur business sur les réseaux sociaux, qui ne répondent pas au téléphone, puis qui pensent que juste en mettant des belles photos sur les réseaux sociaux, ils vont avoir une business qui va rouler. C'est plus un influenceur qu'un courtier. Là, mais en lien avec ça, est-ce que, parlant de la nouvelle génération, il n'y a pas de la désinformation qui arrive avec des shows Selling Sunset? Là. Puis là, j'écoutais, c'est une famille de Français là, qui vendent genre des châteaux en France. J'adore ça, je vous le conseille tout. Ça n'a pas de bon sens. Asti qui sont attachants, je les adore. Mais de ça, c'est trop facile. Déjà là, eux, ils ont un TV show à eux autres. Ils ont 6 saisons. Ils vendent des châteaux à 33 millions. Puis là, t'arrives avec un bungalow ici à Val-Bélair puis t'essayes de faire la même affaire en pensant que tout va te tomber dessus. Y a-t-il une désinformation de ce rêve de 100%. courtier? Puis c'est à cause de ces émissions-là puis de quelques influenceurs courtiers immobiliers à travers le monde que maintenant, les jeunes veulent devenir des courtiers. Ils ont l'impression qu'ils vont devenir des vedettes, tu sais. Ouais. Puis j'adore ces émissions-là. Là. C'est très divertissant. L'agence, c'est ça. L'agence, exactement. C'est super bon. Ouais. J'adore ces émissions-là. J'ai pas beaucoup de temps pour les écouter, mais souvent, quand j'ai un peu de temps, je vais les écouter en rafale. J'adore ça. Mais c'est pas la réalité. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que c'est pas la réalité. Le courtier qui regarde cette émission-là puis qui pense qu'il va avoir ce beat de vie-là puis qu'il va gagner ce salaire-là, il se tire dans le pied complètement. Là, il faut travailler fort. Puis les courtiers qui réussissent, ils travaillent fort. Là. On n'est pas dans Selling Sunset. On fait pas une petite porte ouverte. Puis là, finalement, en claque des doigts, c'est vendu. Puis on n'a pas travaillé. Puis on a juste mis notre plus beau kit. Puis, tu sais, il y a plusieurs parties du métier qui est pas glamour. Là, mais c'est sûr qu'avec des émissions comme ça, puis même au Québec, on a fait des super belles émissions pour mettre en lumière des courtiers immobiliers. Puis c'est sûr que si tu te fies juste à ça, tu te dis, waouh, c'est facile, c'est payant, je vais aller là-dedans. Mais dans la réalité des choses, c'est que c'est une minorité. Là. Ben, il y a du tape à l'œil aussi. Là, on fera pas une série télé sur quelqu'un qui vend un condo par année dans le fond d'un quartier X. Ouais. T'as dit tape à l'œil, on a parlé d'apparence. Moi, j'aimerais ça. Je sais la réponse à ma question, mais plus à quel point l'apparence joue pour beaucoup dans la vente. Puis je parle de l'apparence de la voiture dans laquelle tu arrives pour mettre en confiance les vendeurs. C'est sûr que si j'achète une maison à 1,2 million, peut-être que si tu arrives en Kia 2002... T'as tout rouillé, qui grince. Puis honnêtement, tu sais, moi, je vais, tu sais, j'ai l'argent pour m'acheter un nouveau char, je vais le rouler jusqu'à temps qu'il meure. Mais je suis pas courtier immobilier, tu sais. Ouais. Parce que je sais que pour moi, c'est pas un investissement. Toi, c'est un peu une carte d'affaires, si je ne m'abuse. Malheureusement, oui. Pour vrai, oui. Mais en même temps, ça dépend vraiment de chaque courtier. Tu sais, il y en a qui vont rouler la grosse voiture, mais qui vont vivre dans un 3,5 qui vont avoir de la misère à rembourser leurs frais de bureau mensuels parce qu'ils font pas de transactions. Ouais, exact. Puis il y a d'autres courtiers qui sont très, très, très simples puis tu pourrais jamais imaginer qu'ils font 200 transactions par année. C'est un couteau à double tranchant. La voiture, c'est un peu cliché, là, mais vous avez totalement raison. Là, les courtiers ont toutes des belles voitures. C'est notre bureau aussi, il faut dire. Hein? Souvent, moi, je passe pratiquement autant de temps dans ma voiture que dans ma maison. Là. Fait que, c'est sûr que je veux avoir quelque chose qui roule bien, qui est sécuritaire, qui est propre. Mais après, c'est à double tranchant. Tu peux arriver, puis bon, dans ta vieille Kia, puis pour un gros listing, le client peut dire, il n'y a pas le profil de l'emploi. Mais à l'inverse, tu peux arriver avec une grosse voiture dans une maison qui est plus dans la moyenne, puis que le client ne s'identifiera pas du tout à toi, puis il va dire, on sait bien, il gagne les grosses commissions, lui a le gros char. Tu sais, c'est vraiment à double tranchant. Tu sais. Fait que moi, j'ai toujours opté pour une bonne voiture, mais je veux pas aller dans le luxe. Mais ça, c'est totalement personnel. Mais tu sais, moi, je veux être bien chaussée, mais puis je veux être en sécurité, puis je veux que ça paraisse bien. Mais je ne vais jamais aller choisir une voiture pour que ça flash, là, tu sais. Puis, mais oui, il faut être bien habillé, il faut être bien... Tu sais, on rencontre toutes sortes de monde, tu sais. Puis, oui, je travaille en jeans souvent, là, tu sais. Mais mon jeans est propre, puis je vais bien m'exprimer, puis je vais... Tu sais, les gens, au final, ils engagent ta compétence, là. Ils n'engagent pas ta voiture ou ton look, mais c'est sûr que tu arrives, puis tu es tout croche, puis ta chemise est toute fripée, puis que tu t'es pas brossé les dents, puis ça, ben c'est comme dans n'importe quoi, là. Ça se peut que tu perdes des clients pour ça, tu sais. Ouais, puis tu sais... On parlait de l'avocat, c'est un professionnalisme là, que tu viens chercher, puis c'est ça que tu veux, que l'image en sorte un peu. Mais souvent, c'est ce que moi, je trouve, c'est que
poses une base professionnelle, puis après ça, quand tu vois la personne, tu peux un peu t'adapter. Absolument. T'es comme, ah, OK, eux autres moi, sont... j'ai des clients Ouais. que, tu sais, puis je m'entraîne beaucoup, puis ça arrive, des fois, j'ai un client qui me dit, on peut-tu rajouter une visite telle heure, dernière minute? Ben oui, mais moi, je vais sortir du gym. Fait que je vais être en cuissard, puis, tu sais, on s'adapte à chacun de nos clients, tu sais, puis il y a des clients que, clairement, j'arriverai pas en complet, là, tu sais, je connecterai pas avec eux autres, tu sais. Puis il y en a d'autres que j'ai intérêt à mettre mon plus beau complet, de laver ma voiture avant d'y aller. Puis, tu sais, c'est du cas par cas. On a tellement de sortes de clients différents qu'il faut être un petit peu caméléon là-dedans, là. Ouais, mais c'est fou à quel point, tu sais, c'est ça que tu disais, on travaille avec des humains puis le contact humain, tu sais, mais les humains, des fois, on est aussi impressionnés facilement dans notre subconscient. Puis c'est con, même si la personne est comme, ah, je veux pas la juger sur X, Y, Z. Il y a quand même une petite partie de ça qui joue dans notre tête, Ouais. puis ça, pourquoi le marketing fonctionne aussi, là, c'est que du subconscient, là, fait que... Mais merci, la première impression est importante. Ben Fait que oui. si t'arrives puis t'es bien souté, t'as une belle voiture, tu te présentes bien, puis là, en plus, tu jases, puis tu sais de quoi tu parles, puis le client, il a juste une bonne première impression, tu sais. Si t'arrives, puis t'es bien habillé, mais t'es pas préparé, tu connais pas le secteur, tu connais pas la propriété que tu t'en viens évaluer, ton téléphone, il sonne 45 fois sur le bord de la table pendant que tu fais ta présentation, tu sais. Il t'engagera pas, là. La personne veut engager quelqu'un que c'est un tout, là, tu sais. Mais la compétence, ça part autant de l'image qu'on va projeter. Puis, tu sais, moi, j'ai des clients, des fois, qui m'ont engagé, là, en me disant, je le demande toujours, j'ai regardé ton Instagram, j'ai regardé ton site Internet, puis c'était tellement bien liché. On voit que tu es ton professionnalisme, on voit que tu mets beaucoup d'attention sur bien paraître. Donc, tu vas bien faire paraître ma maison. Tu sais, je suis pas inquiet que tu vas bien mettre ma maison de l'avant, puis que tu vas prendre ça au sérieux, tu sais. Je suis comme, bon, tant mieux si c'est ça qu'on dégage, mais tu sais, c'est important. Il y a du monde qui vont se fier juste là-dessus, tu sais. Des fois, on n'a pas de référence pour un courtier, là, fait que tu vas faire quoi? Tu vas regarder ce qu'il y a autour de toi, puis tu vas engager quelqu'un qui a l'air d'être bon. Ah ben, en lien avec ça, au-delà de l'apparence, si on y va au niveau des genres, là, tu dis que quelqu'un est allé voir, exemple, ton Instagram pour te choisir peut-être ou pour... Est-ce que tu l'as déjà ressenti, un genre de sexisme, ou est-ce que c'est plus difficile pour une femme ou un homme dans le domaine du courtier? C'est une bonne question. Ouais, j'ai fait une fois un podcast dans ma vie avant de venir ici, puis c'était justement ça le sujet, les avantages, les désavantages d'être une femme ou un homme en immobilier. Parce qu'il y a comme deux volets, au niveau client puis au niveau de tes pairs aussi, probablement. Oui, absolument. Ouais, sûrement, ouais. Absolument, Ouais, absolument. C'est sûr que oui, en étant une femme, je pense qu'on s'expose à peut-être plus de risques. Puis, tu sais, veux pas, on expose un peu notre vie sur les réseaux sociaux. Tu sais, moi, je fais hyper attention à ce que je mets. Là. J'en mets du personnel, parce que les gens, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent pas juste connecter avec Cristal, la courtière. Ils veulent connecter avec Cristal, la courtière, la foodie, celle qui aime les animaux, celle qui voyage, celle qui s'entraîne, celle qui fait des compétitions. Fait que on en met de ça. Mais on donne quand même un accès qui est comme privilégié à des gens qu'on connaît pas. Ouais. Puis oui, ça m'est arrivé, des gens qui m'ont écrit, exemple, sur Instagram, puis en me disant qu'ils voulaient vendre ou acheter, puis au final, j'ai vite compris que c'était pas ça qu'ils voulaient, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il faut comme être prudent. On a des bonnes façons de préqualifier les clients aussi quand ils viennent à nous, tu sais. Moi, c'est sûr que quelqu'un que je connais pas qui m'arrive sur Instagram, ben je vais tout de suite le rediriger vers mon adresse courriel. Je veux que tout passe par courriel. Puis je me dis, si la personne est sérieuse dans sa démarche, elle aura absolument aucun problème de passer par mon adresse courriel. Mais oui, parce qu'on se met de l'avant. Fait que c'est l'envers, tu sais, ça nous amène de la clientèle de se mettre de l'avant, mais ça peut nous amener de la drôle de clientèle aussi des fois, tu sais, puis là, ça, c'est un long sujet aussi, mais tu sais, des fois, une femme en affaires, c'est beaucoup mieux que c'était, là. Ouais. Beaucoup mieux que c'était, là. Mais moi, quand j'ai commencé, j'étais femme et jeune. Fait que disons que c'était plus difficile. Je partais de plus loin pour prouver que j'avais ce qu'il fallait pour faire la transaction, là, tu sais. Puis envers les autres courtiers, est-ce que des fois, tu le sens que, mettons, un homme pourrait arriver puis faire regarde, ça va être facile ou whatever avec elle, tu sais, je suis meilleur qu'elle parce que... Tasse-toi la jeune un peu. Il y a tellement de tout, là, tu sais, il y a du sexisme, il y en a partout. Oui, puis dans tous les nouveaux courtiers, j'ai pas l'impression qu'on vit ça, tu sais, au niveau du genre, mais les vieux de la vieille, là, tu sais, là, oui, ça peut arriver, des petits commentaires, puis au final, là, nous, on pourrait faire des commentaires sur leur façon de travailler, ils se sont pas ajustés, là, tu sais. Mais... C'est une belle manière de le dire, ils se sont pas ajustés. Ils se sont pas ajustés, là, tu sais. Arrive en 2025, mais...
j'ai pas d'épisode avec des collègues, mettons, que vraiment, j'ai senti que parce que j'étais une femme, il a essayé de me bouffer tout cru, là, tu sais, c'est comme je suis solide en négociation, là, fait que ce soit un gars ou une fille de l'autre côté, moi, ça m'intimide pas du tout. Puis même, je vais rencontrer un couple de vendeurs, un couple d'acheteurs, je suis pas une femme, là, je suis un courtier, c'est dans le sens que il y a pas de sexe, là, t'engages un professionnel, tu sais, c'est rendu là, je pense qu'il faut que le contact se fasse bien. T'sais. Puis moi, j'ai toujours connecté mieux avec les hommes que les femmes depuis toujours. Là, t'sais. Fait que j'aime ça, négocier dans une transaction avec un autre courtier qui est homme. Je trouve qu'on se dit les choses, on va droit au but, il n'y a pas de perte de temps. Fait que d'ordre général, ça m'achale pas, là, pas du tout. Puis dans peut-être le même ordre d'idée, y a-tu un certain code d'honneur entre courtiers? Parce qu'on a dit que t'es ta propre business. Oui. Mais business is business, tu peux sûrement, ça va peut-être faire bâcher ton nom, mais tu peux aller voler de la clientèle à quelqu'un, détourner pour... On fait pas ça. C'est ça. Mais tu sais, il y a... Ça, c'est non. Ben, c'est non pour la majorité. Il y a sûrement des citrons dans le milieu, comme dans tout. Comme dans n'importe quoi, ouais. C'est quoi qui se passe ou c'est assez droit, puis... Je pense que ça doit dépendre... Ça reste avec toi, ça doit dépendre des secteurs, je pense. Nous autres, en Estrie, on est vraiment, vraiment correct là-dessus. Il y a toujours des exceptions, là. Mm-hmm. Mais honnêtement, c'est un petit monde, l'Estrie, à Sherbrooke, par exemple. Jamais, en tout cas, moi, personnellement, jamais je vais rabaisser un autre courtier pour pouvoir aller chercher un client. Je vais avoir bien de la misère à prospecter un client que je sais qu'il est en processus avec un autre, surtout si, en plus, je connais ce courtier-là. Tu sais, il y a un code d'honneur, mais puis on a un code de collaboration, là, tout court. Là. Il faut qu'on puisse collaborer entre les courtiers parce que, tu sais, tantôt, tu disais, tu donnes 2% ou tu sais, fait que là, tu as c'est tout à votre avantage de travailler ensemble. Écoute, on split toujours nos commissions, puis c'est tout à notre avantage de bien collaborer parce qu'on travaille pour l'intérêt de la transaction. Mm-hmm. Puis ça fait des belles transactions. On a un courtier qui représente le vendeur, on a un courtier qui représente l'acheteur, puis les deux courtiers, ils travaillent ensemble. Ils représentent les intérêts chacun de leurs clients, mais on travaille ensemble pour que la transaction se fasse, pour qu'on trouve des solutions. On a un acheteur qui veut acheter, on a un vendeur qui veut vendre. On ne la perdra pas, cette transaction-là. Là. On va vraiment, là, on va tout faire pour que ça fonctionne puis que tout le monde soit content, tu sais. Puis ça fait une différence. Il y a des courtiers avec lesquels on sait que la collaboration est belle, est bonne, ça va être le fun, ça va être agréable de faire cette transaction-là avec l'autre côté. Puis il y a des courtiers que c'est pas le cas. C'est dans n'importe quoi. Il y a des courtiers avec qui j'aime pas du tout faire des transactions. Là. Mais en même temps, si c'est ce courtier-là qui est l'acheteur, ben on met tout égaux, tout de côté, puis on est là pour la transaction. T'sais. Mais on peut pas bien s'entendre avec tout le monde non plus. Là, t'sais. Mais je pense que l'important, c'est de garder une bonne réputation de collaboration parce que le jour où j'amène un acheteur sur une propriété qui est à vendre par un collègue, s'il m'aime pas, je viens nuire à mon client, tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment important qu'on collabore tous ensemble puis que ça aille bien, là, tu sais. Comment, parce que là, moi, je suis je regarde, je ziote tranquillement. Comment t'analyses une propriété quand c'est la première fois que tu la vois? C'est quoi le processus? Qu'est-ce qui fait que... Comment tu appliques tes connaissances à cette propriété-là pour être capable d'après ça la relayer à ton client? Oui, c'est une bonne question. Déjà, tu sais, quand on prend une maison à vendre, on remplit toute la déclaration du vendeur qui est comme tout l'historique de la propriété. Puis on a la fiche descriptive qui a tout le détail, le prix, le nombre de pièces, tout ça. Un acheteur devrait toujours avoir consulté au minimum, parce qu'il y a plusieurs d'autres documents qu'ils peuvent avoir, au minimum ces 2 documents-là avant de mettre les pieds dans une maison. OK? Puis moi aussi, comme courtier, je dois l'avoir consulté. Après, est-ce que je la prends par cœur? Non. Tu sais, je veux dire, je rentre, j'ai accès, j'ai toujours les documents dans mon cellulaire, on regarde la propriété. Tu sais, ce qui est surtout important de savoir, c'est est-ce que c'est une propriété qui est inscrite au bon prix, tu sais? Est-ce qu'il y a des travaux majeurs qui ont été faits ou qui vont devoir être à faire? Tu sais, on fait le topo, là, tu sais. Tout est une question de prix. Fait que, tu sais, qu'il y ait des travaux à faire, c'est pas grave si le prix va avec, tu sais. Mm-hmm. Mais moi, mon rôle, c'est de m'assurer que... on travaille beaucoup avec les comparables. Fait que si j'ai un client qui me dit, ben moi, j'aime telle maison, on l'a visitée, elle me plaît, ben moi, je me base pas nécessairement sur le prix qui est demandé. On va regarder toutes les propriétés similaires qui se sont vendues dans le secteur, dans les mêmes années de construction, avec relativement la même grandeur de terrain. Puis on va voir qu'est-ce que les acheteurs ont payé pour ce genre de propriété-là. Puis
est-ce que cette maison-là, les drains devaient être refaits? Est-ce que les fenêtres avaient été changées? Puis on fait des ajustements. Fait que quand je rentre dans une maison, principalement, moi, je regarde déjà en premier lieu si ça correspond à ce que mes clients cherchent. Puis, parenthèse, t'as visité tu avant eux? Non. Non, OK. Fait que Non. c'est ça. Fait que t'es au courant avant de Le toutes les marché va fiches et très tout. vite. Hein? Ouais, Fait qu'on a un client qui dit « Ah, ben je veux visiter telle propriété que tu m'as proposée. » Ben on a regardé les documents. Idéalement, on envoie le client passer devant avant parce que des fois, tu peux juste... T'arrives, tu dis « Ah non, le quartier... » Juste quoi voir que le ce soit. secteur. Ouais. Ouais. Mais le marché va très vite. Fait que moi, personnellement, je vais toujours visiter avec mes clients. Puis mais avant de visiter, on s'assure justement qu'on a regardé, est-ce que, tu sais, si on a besoin de 4 chambres, puis que c'est affiché 3 chambres, on va pas aller visiter pour voir s'il y a moyen de faire une 4e chambre. Moi, je vais parler au courtier du vendeur. Je vais dire, écoute, moi, mes clients ont absolument besoin de 4 chambres. Est-ce que toi, tu as vu la maison? Est-ce qu'il y a moyen de faire une 4e chambre? Ah oui, c'est facile. Tu montes un mur dans le sol. Puis parfait. Parfait, on y va, tu sais. Fait qu'on s'assure déjà à la base que ça correspond parce qu'on n'est pas là pour faire des visites comme une activité, là, tu sais, c'est pas... Puis, mais moi, je dis toujours à mes clients, tu sais, des fois, tu as des clients qui me disent « Oh, Cristal, tu dois avoir hâte qu'on se branche, tu sais, on trouve pas, tu fais 5 maisons, 6 maisons, 7 maisons qu'on visite, tu sais. » Moi, je dis toujours, là, il y en a des clients qui achètent avec une maison visitée, puis il y en a qui en visitent 20. Là. Il n'y a pas de bon nombre. Là. Vous cherchez la maison qui est parfaite pour vous. Puis moi, ben toutes les maisons que je visite, j'apprends à connaître mieux mon marché. Je l'ai peut-être visité finalement, puis je vais dire « Hey, ça convient vraiment pas pour vous, mais ça convient pour un autre client que j'ai. » Fait qu'il n'y a pas de... Moi, je dis toujours, il y a pas de minimum ou de maximum. Là, on attend de trouver la bonne maison, puis rendu là, on va se battre pour l'avoir. Là, fait que, mais mon rôle, c'est quand même de m'assurer que la propriété elle correspond aux besoins du client, qu'il la paye le bon prix, puis qu'il la paye le bon prix en fonction des choses qui ont été faites et des choses qui devront être faites. J'ai 2 sous-questions. Moi, j'ai une mini-parenthèse. Okay, Tu parlais... Excusez, il y a pas... tu parlais des comparables, les maisons. Ouais. Avez-vous des outils particuliers ou c'est des outils qui sont disponibles au grand public? À savoir le prix d'achat de 20 ans puis des trucs. C'est propre à vous ou en fait, c'est vraiment une bonne question. Tout le monde peut aller voir avec une adresse sur le registre foncier. Là, Non, mais ça coûte $1, c'est ça. Ah, oublie ça. Non, mais à ce temps, en fait, c'est rendu qu'il y a une nouvelle application avec le Journal de Montréal. Ouais, ça se peut. Dans le fond, tu es capable de l'avoir directement, là, je te le montrerai. Là. Mais sinon, ça coûte $1. Là. Ouais. La plupart des gens ne le font pas, là, de demander à votre courtier, puis il va vous sortir les comparables. C'est sûr que le public n'a pas accès à ce qui s'est vendu. Il a accès à ce qui est à vendre. Fait que c'est quand même c'est pour ça aussi c'est un avantage de prendre son courtier. Il va être capable de regarder tout ce qui s'est vendu dans le secteur pour être sûr soit d'inscrire au bon prix ou d'acheter au bon prix. Puis... Ta question, c'était quoi? C'était à savoir si le public peut le faire. Est-ce que c'est des outils accessibles à tous ou c'est propre à... Ben dans le fond, Monsieur Tout-le-Monde va chercher sur Centris. Ben nous, on a la plateforme Matrix qui est linkée avec Centris. Qui vous donne accès à l'historique. Puis on est capable de voir l'historique, exactement. Okay. Fait que si la propriété, c'est déjà vendu par l'entremise d'un courtier, on va être capable de voir comment elle s'est vendue, quel prix demandait, en quelle année. Si la propriété ne s'est pas vendue, elle était affichée, mais ça a expiré, on va être capable de le voir aussi. Fait qu'on peut imaginer que la maison était trop chère ou il y avait quelque chose, tu sais. Fait que, mais il y a beaucoup de données à analyser, là, tu sais. Quand on fait les comparables, là, on regarde ce qui s'est vendu, on regarde les délais de vente, on regarde les écarts entre le prix vendu et le prix demandé. OK. Puis, mettons, OK, mes 2 c'est avec l'application du Journal de Montréal. Okay. Tu peux aller le voir, puis tu vois que ça a été vendu en 2023, en 2021. Fait que c'est gratuit, ça. Journal de Montréal, sponsorisé le non, podcast. Ouais, mes 2 questions. Mettons, on travaille ensemble, puis finalement, je trouve pas mon compte, puis j'achète pas. Est-ce que je te dois quelque chose? Non. Ah ouais. OK. Nice. Tu sais qu'elle disait tout à l'heure, justement, tu sais, que des fois, tu vas travailler longtemps. Nice. C'est ça que tu la payes pas tant longtemps que tu n'as pas vendu. Non, mais exemple, je t'en coupe, puis finalement, je me sépare, genre, ou whatever. Là, ben, tu sais, ce que je disais tantôt, des fois, il y a des projets qui se concrétisent pas, des projets qui changent. Tu sais, ça arrive des fois qu'on peut travailler très longtemps avec un client. Puis... Mais généralement, ces clients-là, ils voient quand même la valeur du travail qu'on a fait, puis ils vont nous rappeler dans le futur, ils vont nous référer leur entourage, tu sais. C'est bien rare qu'au final, on a travaillé pour rien. Mais ça peut arriver, tu sais, ça peut arriver. Ça, mettons que je suis frauduleux un peu, là. Ça veut dire que je peux te faire tout. Ça marchera pas, puis aller m'entendre avec le propriétaire, vendeur après dans ton dos.
c'est super pas correct, c'est de la fraude. Mais C'est de genre, la fraude. Ouais. Ben, en fait, si la propriété est à vendre par un courtier, ça va être difficile. ça va être ça le va mode être de sécurité difficile. qui va faire. Parce qu'en ok. fait, on est protégé pour 180 jours dans notre contrat de courtage. Fait que n'importe quel acheteur qui aurait été intéressé par une propriété pendant la durée du contrat de courtage, à l'expiration du contrat de courtage, on est protégé pour 180 jours. Ok, fait que t'as tout de même une protection. Fait que, tu sais, t'évites oui, ça. absolument. Fait que, tu sais, un acheteur aurait zéro intérêt à faire ça. Là. Ben oui. Il n'y a pas rien à gagner, mais tu sais, c'est sûr que... Mais un vendeur, par contre. Même, Tu sais, même mettons, chose. si je veux vendre ma maison, parce que en fait, ça l'a fait avec mon condo. On a essayé de vendre avec un courtier. Là, ça vendait pas. Finalement, on a décidé d'attendre. Puis quelques mois après, si je me trompe pas, on a mis ça sur du proprio, puis on a vendu avec du proprio. Fait que, tu sais, ce vendeur-là, il a quand même perdu l'équivalent d'à peu près peut-être un 3-4 mois avec nous perdu. Ouais. Là, pour que finalement, nous, on vende. Mais tu sais, on a eu la chance de peut-être avoir son expertise pendant les 3-4 Ouais. mois. C'est-tu un peu ce que tu voulais dire? Ouais, un peu, mais. Dans le cas du ben, vendeur, là. Ouais, Ouais. mais moi, dans ma tête, c'était plus la personne y avait pensé puis c'était frauduleux. Là. Toi, c'était comme ça a été un addon parce que ton envie a changé puis tout. Là. Mais dans mon cas, mettons, le vendeur Mais aurait je pas sais pu pas à quel revenir point tu en as arrière. profité de son expertise si au final tu n'as pas vendu. Là. Je sais Non, pas à j'ai quel pas point son profité de son expertise était expertise. bonne. Effectivement, Ouais, c'est ça. il a fait de la recherche pour moi, en fait. Ouais. C'est à peu près ça. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent, tu sais, honnêtement. Il y a- Life is life, un peu. Oui, c'est ça, tu sais. Puis en même temps, c'est pour ça que les contrats ont une durée aussi. Là. C'est le temps qu'on a pour vendre. Là. Tu sais, si tu le vends pas à l'intérieur du contrat, puis que le vendeur, à la fin du contrat, il décide qu'il veut plus vendre, qu'il veut vendre avec un autre courtier, qu'il veut vendre à son voisin, il est libre, là, tu sais. Ouais. La seule chose, c'est un client qui aurait été intéressé pendant la durée du contrat. Celui-là, Là, tu je peux pas suis dire obligé. hey, mon contrat est fini dans 2 semaines, attends, puis je te le vends direct, puis on va sauver la commission, puis tu sais, quelque chose de même. Là. Tu sais, mais il y en a sûrement qui le font, hein. Les règles sont là pour être contournées, fait qu'il y a des gens qui doivent s'essayer, mais je l'ai jamais vécu. Puis mon autre sous-question. Pardon. D'avoir une Mais en gros, ça veut dire... Question sous question. Non, mais c'est juste, j'en profite, au pire, tu m'enverras une facture après. Ça arrive souvent qu'on dit ça au Sens d'Opinion Podcast. Mais fait, quand on visite avec toi, là, t'es pas en mode genre, voici ce beau, Puis on dirait que, genre, justement, dans les émissions, je le vois tout le temps que la personne présente ça comme si c'était un show de fashion, mais dans le fond, tu découvres en même temps, puis t'es comme, ah ouais, ça c'est hot, ça répond à vos besoins, Ouais. ça, potentiel de problème ici, Ouais. Fait que tu rentres avec la même honnêteté que le. Ça serait que le malaisant client. de faire ça, honnêtement. Tout le monde Ouais. sait qu'une cuisine, c'est une cuisine. Là, tu sais. J'ai pas Ouais. besoin de le dire. Voici cette cuisine magnifique, Avec cabinet de cet bois. adjectif, Tu sais. puis- Non, on la découvre ensemble. Mon rôle, c'est de voir ce qu'eux verront pas. Hmm. Puis si eux autres ils amènent peut-être une problématique, ben moi souvent je vois pas une problématique. Je dis mais il y a ça que tu peux faire, il y a ça que tu sais d'amener, littéralement d'amener ce que les gens verront pas d'eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas l'habitude de visiter des propriétés ou tu sais des fois ils sont mal à l'aise, ils osent pas ouvrir les garde-robes, les choses comme ça. Tu sais moi c'est d'amener les points faibles comme les points forts. Et cette maison-là est vraiment très très bien, mais il n'y a pas de rangement. Tu sais avez-vous remarqué qu'il n'y a pas de rangement? Tu sais, moi, je suis pas une vendeuse. J'accompagne la cliente, puis c'est de trouver la meilleure maison pour ses besoins à lui. Puis des fois, les gens sont emballés, sont émotifs, puis ils se rendent pas compte qu'il manque quelque chose, là, tu sais. Fait que c'est tellement pas rare qu'on des fois, à un moment donné, je suis comme « Ah, il n'y a pas d'entrée de la vaisselle dans la cuisine, tu sais. Hein, on n'avait pas remarqué, ou tu sais. C'est comme... Moi, je suis pas dans l'émotion, fait que je suis là pour qu'il fasse un bon achat. Fait que c'est sûr que... Mais c'est un bon point ce que tu apportes parce que commission, dans ma tête, vous étiez des vendeurs. Tu comprends? Puis là, ce que tu viens de dire, puis comment tu me l'as vulgarisé, puis au pire, je le clipperai, ce bout-là. Là. mais genre, je trouve que c'est vraiment pertinent de dire ça, de faire comme, ouais, c'est de l'accompagnement, puis je vais te le dire, c'est de la boîte, puis je cours pas nécessairement après ma commission, parce que anyway, des transactions, j'en fais plein, puis c'est peut-être pas elle, mais c'est peut-être la prochaine transaction qui va tellement être bonne, qui va me permettre d'en faire 7 autres après, parce que ton entourage va m'avoir référé, et ainsi de suite. On ainsi dit de suite. justement ça. Tu sais, dans le fond, quand on travaille avec un client, c'est pas cette maison-là que je suis en train de vendre, c'est toutes les autres maisons que je vais y vendre après ou toutes les maisons de sa famille qui va me référer parce qu'il va dire Cristal, elle m'a vraiment trouvé la bonne maison ou elle a vraiment bien vendu ma maison, elle a vraiment représenté mes intérêts. Tu sais. Fait que c'est sûr que si. Puis, tu sais, encore une fois, il y a toutes sortes de courtiers, mais le courtier qui est un vendeur puis qui veut juste travailler pour avoir sa commission, il va peut-être la faire, sa commission. Il va peut-être pas la faire aussi parce que ça se ressent, mais il va peut-être la faire, mais il n'en fera pas d'autres avec ce client-là. Parce que le client, il va au final, il va le sentir qu'il a été un signe de dollar pour cette personne-là, tu sais. Fait que j'ai déjà pas fait une vente en me disant
c'est pas grave, tu sais, j'ai pas fait de l'argent sur celle-là. Il y en a d'autres qu'on fait beaucoup plus facilement. Au final, ça se balance. Puis finalement, à ma grande surprise, ce client-là m'a tellement référé de monde que ça a été un des clients les plus payants que j'ai eu de ma vie, là, tu sais. Fait que si tu travailles en fonction du besoin... Un nom, c'est dur à bâtir, puis c'est si facile à débâtir, là. Fait que, absolument, Frank, t'as raison, parce que, tu sais, c'est une job de référence. Si tu veux bien réussir en immobilier, faut que les gens te réfèrent, parce que de retrouver de la business à toutes les années, un courtier qui doit faire ça, c'est sûr qu'il s'épuise. Puis c'est aussi ce qui rend ça agréable, c'est qu'à un moment donné, tu n'as plus à trouver la nouvelle business. La business vient à toi, les gens te réfèrent. Tu sais, moi, j'ai une business qui est à peu près à 75% juste de références d'anciens clients. Tu sais, j'ai un 25% par année qui est des nouveaux clients que j'ai croisés sur un listing. On s'est bien entendu. Ils m'ont demandé est-ce que tu peux m'aider à trouver ou est-ce que tu veux vendre ma maison. Ou, tu sais. Mais sinon, 75% de ma business vient juste d'anciens clients ou de références, des références de d'autres courtiers, de d'autres agences, de membres de la famille, des amis. Tu sais. Comment tu spots un bon courtier? Comment tu spots un bon courtier? Mettons moi, là. OK, je comprenais. Genre, t'en connais aucun. J'en connais aucun, puis je suis comme, mettons, c'est ça. Là, moi, mes outils, c'est les réseaux ou quoi que ce soit, mais ça serait quoi, toi, ton... Toi, tu regardes vraiment pour une première propriété. mais un jour, est-ce que ça va finir par arriver? Mais pour vrai, je sais pas à qui parler, puis j'imagine que je vais écrire courtier dans Instagram, puis je vais... Surtout pas. Non, j'imagine. Fais pas ça. Mais mettons, ça serait quoi tes conseils aux pauvres hommes? Référence. Je pense qu'il y a rien comme... Mon ami a acheté ou a vendu avec tel courtier, puis il a été bien servi, il a été content. Puis tu sais, il y en a là, qui ont personne autour d'eux qui connaissent un courtier, mais honnêtement, tout le monde est très près d'un courtier à quelque part. Il y en a beaucoup, il y a du choix. Fait que moi, personnellement, ça serait ma recommandation d'aller vers une référence, que tu sais que le courtier a bien fait sa job avec des gens que tu connais puis que tu as confiance en leur jugement. Mais sinon, des fois, ça peut être, c'est qui le courtier du secteur? T'sais, des fois, si tu roules dans le secteur que tu veux acheter ou que tu veux vendre, puis que tu vois tout le temps les pancartes du même courtier, tu peux assumer que le courtier est très présent, très puissant dans ce secteur-là. Il connaît, il a la clientèle pour, tu sais. Fait que c'est deux façons, mais honnêtement, recherche Google, non. Non. Mais en même temps, c'est sûr que si tu arrives sur la page d'un courtier puis qu'il y a juste des 5 étoiles puis que tous les commentaires sont super bons, ça peut être une façon de confirmer ton choix. Et qu'en plus, tu le vois dans le quartier. Exactement. Ouais. Mais, tu sais, moi, je suis comme ça aussi dans n'importe quoi. Quand je veux engager un service, j'aime y aller avec une référence. Je vais au restaurant, je demande au serveur, c'est quoi qui est bon ici? Tu sais, qu'est-ce que tu me recommandes? Tu sais? Fait que ça serait le conseil que je te donnerais pour avoir un bon courtier. C'est noté. Excusez, je prends des trucs personnels. Il y a peut-être, je sais pas, terminer là-dessus. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on roule? Là? J'ai comme pas. Ça fait 55 minutes, mais il me semble qu'il y a une couple de questions là-dedans. Il y avait une couple de questions là-dedans qu'il m'avait titillé là, dans les questions que tu avais répondu. Moi, j'avais juste mythe ou réalité de dépersonnaliser sa maison avant les visites, enlever les photos de famille, les trucs. Réalité, 100%, ouais. Pour que les gens se projettent plus dans la maison. Pour différentes raisons. Déjà, quand tu dépersonnalises, tu vas aller chercher peut-être plus d'acheteurs potentiels. Ça me fait penser, j'ai un moment donné un mandat, le gars il chassait, puis il avait toutes ses têtes d'orignal puis ses guns exposés. Il trouvait ça vraiment, vraiment cool, lui, mais j'ai dit ça passe vraiment pas partout, là, ou des symboles religieux, ou tu sais. Fait que tu essaies d'enlever tout ce qui est personnel. Quand on parle des photos de famille, c'est très cute des photos de famille, mais ce qui se passe à tout moment, c'est qu'on rentre dans la maison, puis là, on les connaît-tu, eux autres? Ces enfants ont les âges de mien, ils vont-tu à la même école? Puis là, le focus n'est pas à la bonne place. Il n'est pas à la bonne place. Puis, on évite... Ça, c'est peut-être plus touché, mais il y a des gens qui ont des préjugés. Okay? On veut enlever n'importe quoi qui pourrait enlever l'intérêt vers la propriété parce que c'est la propriété que tu achètes. C'est pas la famille qui était dedans avant. C'est pas ta collection de papillons. C'est pas, tu sais, on veut enlever tout ce qui est très personnel. C'est pour ça des fois, on va conseiller de repeindre, d'épurer. Tu sais, on veut voir les pièces. On veut voir les matériaux. Quand il y a trop de meubles, trop de bibelots, trop de collections, ça amène l'œil au mauvais endroit.
Puis les gens, des fois, ils n'ont pas le coup de cœur juste à cause de ça, mais ils ne savent pas que c'est à cause de ça. Mais on rentre, puis c'est cacophonique, on ne sait pas regarder, on a l'impression qu'il n'y a pas d'espace, tout ça, tu sais. Fait que c'est juste, on va mettre toutes les chances de notre côté, tu sais. On va mettre toutes les chances de notre côté. Ça m'est arrivé, là, des fois. Ah, je le connais, lui, c'est sûr, j'achète pas sa maison. Tu sais, il voit une photo, autant là. niaiseux que ça. Autant niaiseux que ça, là. Ouais. Puis au final, ce que tu veux, c'est d'avoir le bon acheteur pour ta maison, puis vendre au meilleur prix. Puis tu sais, c'est comme... Fait que c'est... oui, réalité, 100%. C'est un nouveau segment, tu veux rentrer dans le podcast? Allez garder ça pour le Patreon, on dit. Mythe ou réalité. Je sais pas. Lesquels tu voulais retourner, Frank? Vas-y. Les couples qui se chicanent souvent, genre? Ah, ça, c'est quand même bon aussi, Ouais, là. ouais. C'était quoi la question exacte? Est-ce que Ouais, les couples devant se chicanent toi, souvent dans le fond. devant toi? Ouais. Parce que tu dois faire J'ai beaucoup dit de couples. chicane, non, là, tu sais, Ouais. ça peut arriver, là, tu sais, des fois, on veut pas, nous, on rentre dans une maison parce qu'ils veulent vendre, parce qu'ils se séparent, ben des fois, la relation est correcte, mais des fois, c'est plus rock'n'roll. Puis ça amène aussi à la question, est-ce qu'on est un peu psychologue? Oui, Ouais. on l'est, on est médiateur, on est psychologue, on est comptable, on est expert marketing, on est tout ça, mais oui, des fois, t'as un des deux qui a un coup de cœur immense sur la maison, puis l'autre, il n'y a aucune chance qu'il l'achète, là. Ben, ça m'est tellement déjà arrivé dans une visite d'appart, là, c'est pas une propriété, là, mais qu'on s'est pogné pendant, après, puis la semaine après, man. Fait que, à quel point ça peut... Parce que c'est un gros, tu sais, c'est ton milieu de vie, là, c'est une immense C'est le plus gros achat décision. de ta vie. Puis comme là. vendeur, Ouais. des fois, tu as un vendeur qui est plus vendeur que l'autre, tu sais, fait que lui, l'offre d'achat, il convient, il veut l'accepter, mais peut-être qu'elle, elle se dit non, moi, j'aime tellement ma maison, je veux pas bouger, fait qu'elle elle va dire non, on refuse l'offre, tu sais. Notre rôle, c'est pas de gérer des chicanes, mais quand même, je vais dire à mes acheteurs, ben malgré que toi, tu as un coup de cœur, c'est important. Tu sais, vous achetez un projet de couple, tu sais. Fait que c'est sûr que il faut que les deux l'aiment, tu sais. Puis des fois, ça sera pas nécessairement le méga coup de cœur qu'on se gère plus, mais c'est vraiment la maison que les deux, vous projetez dedans, elle répond à vos besoins. Tu sais, c'est pas obligé d'être passionnel, l'achat d'une maison, là, tu sais. Ça peut être juste un achat très intelligent, ça répond à vos critères, on est dans le bon secteur, elle est dans votre budget, il y a le nombre de pièces, elle a été bien entretenue, tu sais. Mais oui, des chicanes, tu sais, c'est comme, il peut en avoir, mais j'ai jamais eu à gérer, en tout cas pas que je me rappelle, là, de dire, ben garde, moi je vais sortir, puis vous reviendrez quand vous serez calmé. Mais des fois, c'est très, très, très tendu, par exemple, tu sais, puis mon rôle, c'est peut-être de détendre l'atmosphère sans m'en mêler trop, là, mais ouais, c'est sûr que c'est... Des fois. Puis, en follow-up à ça, t'as déjà eu peur pour ta sécurité? T'as dit c'est oui. ça, ok. Ouais. Ouais, dans une visite. Ouais, ça, je l'avais raconté justement sur l'autre podcast. C'était vraiment pas cool, là. C'était une reprise de finances, puis je vais quand même pas faire l'histoire longue parce que c'est un peu traumatisant, mais j'ai reçu un appel. Puis le client, il veut visiter là. Il appelle, je pense, d'une boîte de téléphone publique. Ça fait vraiment longtemps, là. Ça fait peut-être 10 ans, là. Même plus. Ça, pour les jeunes qui écoutent, on mettait 25 sous Ouais. dans une machine. En tout cas. Puis, ou un numéro masqué. En tout cas, j'ai pas de... Puis il me dit, est-ce qu'on peut visiter cette propriété-là maintenant? Genre, je suis dans le coin. Puis moi, ben, j'ai du temps dans mon horaire. C'est ce qui arrive plus maintenant, là. Tu sais, tu m'appelles maintenant, j'ai pas de temps, c'est sûr. Tu sais, on va regarder l'agenda. Puis... Mais là, ben oui, j'ai du temps. Fait que je me dirige là. La maison n'est pas habitée. C'est une reprise de finances. Puis, il a littéralement essayé qu'il se passe de quoi dans le sous-sol. Fait qu'il a fallu que je me défende physiquement, puis que je parte à la course, puis que je m'en aille. Ouais. Barnac. Fait que t'as demandé d'aller au sol pour faire une visite du sol et tout ça. Ouais, Vous étiez juste vous deux? ouais. Oh shit. Ouais, OK. fait qu'on est descendu. Puis tu sais, mais je le sentais pas bien, là. Mais j'aurais dû juste faire comme, non, moi, je me sens pas en sécurité en ce moment. Aujourd'hui, j'ose espérer que je ferais ça, tu sais. Ben, il y a bien des affaires que je ferais différemment aujourd'hui, là. Déjà, je n'irais pas à cette visite-là sans la viser, sans le mettre dans mon agenda, sans, tu sais, mais en rendu là, je me sentais drôle, tu sais. Puis on est comme exposé à ça, mais en même temps, tu sais, ça arrive jamais jusqu'à temps que ça arrive, ces affaires-là. Fait que, tu sais, tu te dis, bon, le monsieur, il est spécial, mais quand même, tu sais. Puis, non, je suis partie... ça a été traumatisant, là. C'était pas... je suis pas sûre qu'un homme aurait vécu ça. Tabarnak Ouais. de connard. C'est wack. Ouais. Mais c'est fucké, puis en même temps, ouais, c'est ça, quand tu y vas, t'es deux temps tout seul, dans le fond. Ben, généralement. Ouais. Puis- Parce que les vendeurs Ça, c'est sont souvent pas une là, question ouais. que les acheteurs ont, justement. Tu sais, quand on va visiter, est-ce que les vendeurs vont être là? Est-ce que Ouais. le courtier du vendeur va être là? C'est du cas par cas. Ok. Mais on conseille toujours aux courtiers, aux clients vendeurs de ne pas être là. On veut que les acheteurs puissent se projeter, être confortables, avoir un coup de cœur, être libres de donner leurs commentaires. Fait que, tu sais, les meilleures visites sont toujours les visites où ce que les acheteurs sont avec leur propre courtier, seuls dans la maison.
On est des professionnels, il n'y a rien qui va disparaître, il n'y a rien qui va briser, tu sais. Ça se passe bien, les visites, mais c'est sûr que si le vendeur est dans la cuisine puis que des fois, il est stressé, il va parler trop, tu sais, on n'aura pas de coup de cœur. On n'aura pas de coup de cœur parce que l'acheteur, lui, il veut pas savoir que toi, le matin, t'aimes ça, aller prendre ton café à cette place-là, puis regarder tes petits programmes de même. T'sais, il veut pas le savoir. Il veut voir qu'est-ce que lui va faire dans cette maison-là. Fait que on aime mieux qu'il y ait moins de monde. T'sais, ou même des 2-3 jeunes enfants qui courent partout pendant la visite, c'est vraiment très difficile de garder le focus puis de se poser la question si c'est la bonne maison, tu sais. Ça marcherait pas avec toi. Hey, Chris, ben, tu sais, mettons, moi, j'en veux pas d'enfant. Fait que c'est sûr que je rentre puis je suis comme, hey, vous gossez. Genre, c'est sûr que je sors, là. On va sortir un autre extrait où c'est que c'était pas juste vous gosser. Je m'en sers. Puis je trouve ça important aussi que, mettons que c'est un couple qui achète, qui visite ensemble, tu sais, des fois, pendant la pandémie, on avait un nombre maximal de gens dans la maison. Fait que souvent, t'avais le parent qui restait avec les enfants dans l'auto, la femme, elle faisait le tour, elle retournait avec les enfants, le père faisait le tour. Tu sais, c'est vraiment plus difficile comme couple de se projeter si on n'a pas visité ensemble, si on n'a pas découvert l'espace ensemble, tout ça. Fait que moi, c'est sûr que je vais toujours conseiller qu'on soit le moins de monde possible, mais que les personnes, les principaux intéressés à la transaction soient présents, là, tu sais. Mais justement, ça m'amène à la question de... Je pense que j'ai déménagé 2 fois, fin pandémie puis tout. Puis c'est des gens qui arrivaient à FaceTimer leurs copains, copines, nouveaux colocs, peu importe, puis étaient comme on le prend-tu parce que le marché, tu sais, ça rentrait, sortait des apparts tout le temps. Ouais. C'est des choses que tu as déjà vécues, des visites genre semi-distance, monsieur qui est là, mais madame au bout du fil. Sans visite. J'ai vécu ça, puis j'ai vécu aussi du 100% FaceTime. Moi, je visite toute seule, les clients sont à l'extérieur. Ils achètent une maison de près d'1 million par un FaceTime, puis ouais. Plus qu'une fois, en fait. OK, ils viennent de l'extérieur du Québec, mettons aussi en plus, il faut que... Oui, ça m'est arrivé. Puis aussi, justement, tu sais, mettons, il y en a un qui est en voyage, l'autre est là. Hey, je vais FaceTimer ma blonde, puis on l'achète. Il faut qu'il y ait beaucoup de confiance dans le couple, par exemple. Je veux dire, moi, je fais confiance, il connaît mes goûts. Je sais que s'il choisit la maison puis qu'il pense que c'est une bonne maison, il y en a des fois qui envoient leurs parents. Moi, j'ai vendu une maison il y a quelques années que c'est les parents qui sont venus visiter, puis on a fait une offre à distance, ils sont rentrés, ils n'avaient pas fait d'inspection. Y avait-tu fait une inspection? Je pense qu'il n'y avait même pas fait d'inspection. Il y en avait une récente au dossier, puis ils sont rentrés dans leur maison qu'ils n'avaient jamais visité. Mais il y en a qui sont plus indifférents. Moi, je fais partie des indifférents. Mettons, genre, je te fais confiance, je suis comme, tu sais, je la ferai inspecter pour comme les travaux, les affaires intenses. Mais après ça, je suis quand même quelqu'un qui n'a pas besoin de grand-chose dans la vie. Mais les photos sont mieux qu'ils étaient aussi, tu sais. Jadis, on avait des photos qui étaient prêtes avec un mauvais cellulaire, puis pas de lumière, puis, tu sais, maintenant, on a les grands angles, on a des belles photos, on a les visites 3D, tu sais. Fait que, honnêtement... bon, c'est sûr que c'est pas l'idéal, là, tu sais. Essaie de visiter la maison, parce que des fois, tu peux rentrer, puis juste une odeur, un bruit, quelque chose qui fait que tu te sens pas chez toi, tu sais. Je pense qu'il y a rien comme se sentir bien dans une maison pour pouvoir la choisir, mais des fois, il y a des clients, des fois, qui n'ont pas eu le choix, parce que sinon, il n'y avait pas la maison, puis il fallait qu'ils bougent rapidement, puis ouais. J'étais à l'extérieur, finalement, ça fait 6 mois qu'on cherche, c'est la loc, genre, c'est comme... Moi, honnêtement, ça risque peut-être d'être ça, là, genre, je suis pas pressé, fait que si c'est une loc, je vais comme faire... puis tu sais, si on est en voyage, mais plutôt pour le travail, mais tu sais, ça se pourrait que ça soit, tu sais, je veux pas que ça m'arrive, mais ça se pourrait. T'es beaucoup trop anxieux pour acheter une maison. Il y a aucune chance, essaye pas de mettre de la poudre aux yeux. Non, mais peut-être. Ben, juste comme je suis full récemment, indépendant, je suis capable de... Non, aucune chance. En tout cas, récemment, j'avais une cliente on a visité quelques maisons ensemble, assez pour que je sache exactement ce qu'elle aimait, ce qu'elle aimait pas, ce qu'elle recherchait. Puis, elle est partie aux îles de la Madeleine, je pense, pour quelques mois, là, pendant l'été. Puis, il y a une maison qui est sortie, puis elle me dit, Cristal, peux-tu aller la visiter? Tu sais, je te fais confiance, je vais envoyer une de mes amies aussi. Puis, on a fait l'offre, puis elle l'avait pas visité, mais tu sais, elle avait assez confiance en moi et en son amie pour qu'on la dirige sur la bonne maison, tu sais. Ouais, parce que le marché va tellement fucking ouais. Tu sais, genre, ça fait quelques fois là, que j'entends parler de « Ah ouais, je t'envoie ce listing-là, ou genre telle référence », puis à chaque fois, c'est genre, le moment que j'ouvre les photos, elle est déjà vendue. Fait que, Ah, mais je le vois là, dans ma rue, là, les maisons, quand ils se mettent en vente, le lendemain, c'est rempli de monde qui viennent in and out. Les journées visites libres, c'est in and out toute la journée. C'est fou. Là. Puis 2 jours après, il y a le panneau vendu sur l'affiche. Penses-tu, take immobilier, genre, ça c'est intense depuis la pandémie, depuis quelques années. Ça va-tu redescendre? Toute chose qui monte redescend, genre, à un moment donné, est-ce que tu penses que cette tendance va s'assoupir? Ben, c'est sûr que je pense que le gros boom, on l'a eu, mais ça continue de monter.
Ça continue de monter. On pensait jamais qu'on serait encore ici, en 2025 avec autant d'offres multiples, plus souvent qu'autrement. C'est sûr que ça dépend des secteurs, ça dépend du type de produit, ça dépend de plein de choses, mais plus souvent qu'autrement, on est en offres multiples encore. Fait que ça continue de faire augmenter le marché. Mais c'est sûr que la pente, elle va être moins abrupte. Qu'est-ce que tu veux dire, offre multiple? C'est l'offre et la demande. Fait que tu as beaucoup moins de maisons à vendre que tu as d'acheteurs qui sont prêts à acheter et qui cherchent. Fait que quand il y a une maison qui arrive sur le marché, on a un prix X, des fois, il va y avoir une date. Le dépôt des offres, c'est telle journée, puis on prend le nombre d'offres. Tu sais, juste en fin de semaine, je suis allée visiter une propriété, avec 3 propriétés à Lévis avec des clients dans le coin ici, puis il y a eu 13 offres. La même journée? 13 offres. Ouais. Fait qu'il y a eu comme 2 ou 3 jours de visite, il y avait comme 24 visites, et on dit on prend les offres lundi 6h. Fait que tout le monde est informé qu'il y a 9, 10, 11, 13 offres, mais le contenu des offres, évidemment, il est confidentiel. Puis là, c'est la job de chaque courtier de travailler avec leurs clients pour faire la meilleure offre possible, pour aller se démarquer. Fait que là ça se pitch-tu à balle ou bien en général, mettons, ils vont prendre la plus haute puis that's it? Bien, ils prennent pas toujours la plus haute parce qu'il n'y a pas juste le prix, il y a aussi les conditions. Est-ce que la date... Prise de possession. Est-ce qu'il y a une condition d'inspection, de vérification? S'il y a trop de conditions conditionnelles de vente, tout ça, bien, c'est sûr que le prix a peut-être pas juste tout son impact à ce niveau-là, mais évidemment... C'est une combinaison du meilleur prix et des meilleures conditions possibles. Ouais. Mythe ou réalité? Section 2. Non, mais j'ai dit parce que Chris, c'est ça, je suis d'accord. Lettre d'ambition et tout. J'adore. D'intention, oui. Entre 2 prix quasi identiques, c'est une jeune famille, j'ai vraiment le goût de leur offrir leur future maison, qui vont élever leurs enfants, puis ils ont un beau projet de vie. Ça me touche beaucoup plus que... Est-ce que ça a fait son effet quand même? Ça l'a apparu pendant la pandémie, puis honnêtement, oui, ça a fait son effet. Ça dépend, OK? Il y a des vendeurs, des fois, qui disent « Je veux même pas lire tes petites lettres, là. Moi, je veux mon prix, puis that's it. » Puis, tu sais, bon, ça dépend. Mais si tu tombes sur lui... Mais souvent, ça a un impact. Puis j'ai vu des vendeurs vendre 10, 15, 20, 30 000 plus bas parce qu'ils ont choisi leur acheteur. Fait que des fois, là, j'ai même fait écrire des lettres à mes clients, même quand on n'était pas en offre multiple. Ça amène un côté justement tellement humain. T'as pas juste des noms avec une adresse, avec un prix, avec, tu sais, ça amène vraiment le côté de c'est qui ton acheteur? C'est qui ton acheteur? Pourquoi ils ont aimé la maison? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont fait une offre sur cette maison-là, mais pas sur le 3e voisin qui est aussi à vendre, tu sais? Fait que pour le vendeur, c'est le fun de savoir c'est qui est intéressé à la maison. Puis, financièrement, il est solide? Y a-t-il une bonne job? Fait que oui, c'est vraiment quelque chose qui peut faire une différence. Puis moi, j'adore ça. Moi qui est très, très, très humaine, puis que c'est ce que j'aime le plus de mon métier, travailler avec les humains, mais je trouve que cette lettre-là, ça ne devrait jamais partir. Même si on n'était pas en offre multiple, j'aime l'idée que le vendeur reçoive une présentation des acheteurs. C'est comme c'est la passation de ton patrimoine que tu as habité pendant une 20aine d'années, mais tu sais, le contrepartie, si on enlève toutes les photos de famille dans la maison pour que les gens se projettent, est-ce que de voir les futurs acheteurs, on peut revenir sur la boucle qu'on parlait des préjugés puis tout pour faire peut-être pas. Ça peut être à double tranchant. Tu sais, j'ai déjà eu un acheteur qui dit moi je suis full amie avec le voisin puis ça y a coûté de l'avoir parce que il l'aimait pas son voisin le gars. Fait qu'il était comme je veux pas y rendre service puis amener son voisin à côté. Oui, mais généralement on essaie de bien préparer cette lettre là aussi en fonction de des fois, ça sert à rien, mais tu sais, si tu vois que c'est une jeune famille puis que les gens, ils vendent parce que finalement, les enfants sont rendus plus grands puis qu'ils manquent d'espace, on sait qu'ils ont eu des bons moments de famille, bien, probablement qu'on peut être capable d'aller les toucher de cette façon-là parce que là, on a une jeune famille ils vont poursuivre ce qui a déjà eu lieu dans cette maison-là, élever leurs enfants, tout ça, tu sais, tu sais, l'acheteur qui disait aux vendeurs, moi, je l'ai ressenti qu'il y a eu beaucoup d'amour dans cette maison-là puis j'ai goût de perpétuer ça, tu sais. Généralement, ça peut pas avoir un effet négatif, mais des fois, ça change absolument rien. Par contre, on perd quoi de le faire, tu sais. On perd rien de le faire, puis tu sais, des fois, là, j'ai des clients, ils ont écrit une belle lettre, puis ça n'a pas marché, ils ont repris la même lettre, on a changé 2-3 mots, puis elle est faite pour les autres, là, tu sais. On s'entend que c'est de l'affaire une fois qu'il faut prendre le temps, mais, tu sais, c'est pas nécessaire, mais moi, je trouve que c'est une belle chose qui est arrivée dans la pandémie d'écrire des lettres, là. Mais j'ai une dernière question chaude. Chaude? Ouais. Ben non, mais genre, ultimement, on parlait de... Tu te mets de la pression, là. Non. OK, c'est pas si hot que ça, là, mais genre, est-ce que tu penses qu'une crise comme 2008, ça se peut encore? Tout se peut, hein?
Tout c'est une se bonne peut. réponse. Hey, c'était chaud. Ouais, non. Mais tout se peut, mais honnêtement, tu sais, dans les dernières années, tout le monde pensait que ça cracherait, puis ça va très, très bien, le marché immobilier. Parce que, tu là. sais, pour connaître des gens qui ont acheté et tout, tu sais, c'est comme, des fois, les banques, qui sont généreuses, là, quand même, avec, genre, Ben, qu'est-ce qui passe. totalement. Des fois, j'ai ouais. des clients qui me disent on est préqualifié jusqu'à tel prix, mais jamais j'irai acheter à ce prix-là. C'est Puis ça. moi-même, la première fois que j'ai acheté, je me suis fait préqualifier. J'ai dit, mais voyons donc, c'est comme, je peux pas acheter à ce prix-là. Mais là, toi, ça tu fait pas de sais, sens, t'es assez tu sais. rationnel pour dire non, tu sais, mais il y en Ouais. a qui vont faire, ouais, pas de stress, tu sais. T'es comme, Absolument. ouais, mais là, vous êtes combien de pas de stress en faisant ça pendant combien Absolument. d'années jusqu'à temps que. Mais les banques sont quand même plus frileuses qu'elles l'étaient avant J'imagine. avec la hausse du prix des maisons. Tu sais, ils vont souvent envoyer un évaluateur pour confirmer la valeur de l'offre d'achat pour s'assurer qu'ils vont prêter en fonction de la bonne valeur. Parce que la banque aussi se dit, si ça se passe mal puis que je reprends les clés, il faut que je puisse la revendre là, tu sais, Ouais. au prix du marché. Fait que, tu sais, mais oui, effectivement, il y a des acheteurs, des fois, ils me disent leur préqualification, puis ils me disent, ben on sait pas, tu sais, finalement, où est-ce qu'on devrait se retrouver là-dedans. Mais j'ai dit, ben tu sais, utilisez aussi votre jugement, faites vos calculs, parce que si tout votre argent va dans la maison, ben vous l'aimerez plus, la maison. Parce que vous ferez rien d'autre que d'entretenir cette maison-là, puis être dedans, vous pourrez plus voyager, vous pourrez plus aller au restaurant, tu sais. C'est pas ça qu'on veut non plus, là. Une maison, ça reste un investissement. Il y a des investissements qui sont mieux qu'une maison, là. On s'entend toujours dans l'immobilier, tu sais, d'acheter un plex, tu sais, bon. Mais il faut que ça reste un bon investissement, qu'on sait que la propriété va prendre de la valeur si on l'entretient bien. C'est sûr que des fois, il y en a qui en perdent de la valeur parce que elle vieillit, puis finalement, il n'y a aucun travaux qui a été fait dans les 15 dernières années. Ça se peut qu'elle n'ait pas pris la valeur qu'elle aurait dû prendre, là, tu sais. C'est quoi le pourcentage qu'il faut mettre par année sur ta maison en rénovation? Il n'y a pas un... Je pense que c'est comme un 5% de la valeur de ta maison qu'il faut que tu mettes pour dire que tu as vraiment bien entretenu ta maison. Fait que, tu sais, si tu es déjà à la gorge, puis que dans 5 ans, il faut que tu refasses faire les fenêtres finalement, mais que tu n'es pas à les faire, puis là, t'étires. Ben là, tu vas te retrouver dans le trouble. Là. Exactement. Puis, tu sais, l'acheteur qui vient visiter, puis que les fenêtres, les drains, la toiture sont à faire, c'est des gros montants. C'est pas quelque chose qui rajoute de la valeur. Tu sais, on parlait de ce qui rajoute de la valeur ou pas, là. C'est vraiment des travaux qui sont plates à faire. Les fenêtres, ça change un peu l'esthétique, la toiture aussi, mais tu sais, c'est pas ça qui fait que tu vas triper sur ta maison, mais il faut que ce soit fait. Fait que c'est sûr que, tu sais, ça, c'est le genre de truc qu'on regarde quand un acheteur achète. Tu sais, mets-toi pas au bout de ton budget s'il faut que tu penses, il faut que tu budgètes ta toiture d'ici 5 ans, les fenêtres d'ici 5 ans, ça va être rough, là, tu sais. Il y a certains travaux que tu peux mettre dans ton prêt hypothécaire aussi, comme ça, tu les finances, mais quand même, tu sais. Parce que tu avais déjà eu la discussion, justement, de comme la location versus acheter, puis il y a des gens, mais justement, qui vont préférer être en location pour pas avoir à faire ces investissements-là. C'est le propriétaire qui va continuer à faire ça. Puis que rendu sur 25-30 ans, est-ce que c'est plus avantageux si de tu as louer placé en différence à la bourse, qui est tout le temps l'argument qu'on oublie quand on explique ces affaires-là, là, mais c'est ça. Le calcul de ces théories-là fonctionne seulement si la différence entre le coût d'achat versus le loyer, tu la prends, tu l'investis, puis tu fais un rendement. Mais le coût d'achat présentement versus le loyer, je veux dire, il y a des gens qui payent le double augmenté, de mon loyer 100%. que moi en hypothèque. Tu sais, je veux dire, mon hypothèque est plus petite qu'un 4,5 dans Limoilou. Je comprends. Fait que c'est ça qui est poche, qui fonctionne plus ou moins à ce temps là-dedans. Ça. Mais il faut que tu sois intelligent avec ton argent dans mon cas, parce que si, OK, je vais payer moins cher que la personne dans mon loyer, mais il faut que je pense dans 10 ans à changer mes fenêtres, il faut que je pense à ça, il faut que je pense à ça. C'est de l'épargne obligée, hein, d'acheter une propriété, ça, dans le sens que si tu loues un petit loyer à un prix qui a de l'allure, puis que tout l'argent que tu aurais mis dans une propriété, tu la mets de côté, puis tu es placé, fine, c'est juste que les gens le font pas. Ouais. Les gens le font pas. Moi, je le fais. C'est ça qui est dur, généralement, parce que c'est ça qui est dur aujourd'hui. Les loyers ont plus de bon sens. Tu sais, moi, ça fait, ça fait 3-4 ans, là, puis tu sais, le prix de mon loyer, il peut pas monter plus que... un pourcentage par année. Voilà, c'est ça. Fait que, le problème, c'est quand tu quittes ce loyer-là, puis que là, tu veux retrouver un autre... Ouais, c'est pour ça que je vais acheter. Ça va être le prochain move, tu sais, mais entre-temps, j'ai été smart, I guess, avec ça, mais effectivement, la majorité des gens le font pas, mais c'est parce que souvent, c'est ça, quand on propose cette théorie-là, les gens vont dire « Acheter, c'est sûr que c'est la seule manière de vivre. » Puis je suis comme... Ça dépend. Mais c'est correct de se poser la question, en fait. 100%. Je trouve que, tu sais, il y a une situation qui peut être vraiment gagnante pour toi puis qui ne le sera pas pour ton frère. Tu sais, c'est sûr que c'est du cas par cas, mais c'est bien de se poser la question. Tu sais, est-ce que c'est le meilleur move financier pour moi dans ma situation, selon mes épargnes, selon ma façon, selon mon train de vie, selon ce que... Tu sais, c'est sûr que si tu es
t'es pas attaché nulle part puis tu penses déménager de ville à tous les ans, peut-être qu'acheter, c'est pas ta meilleure option, Non, tu sais. c'est sûr. Ouais. Parce qu'on conseille quand même de garder la maison une couple d'années là, pour aller chercher le meilleur gain, là, tu sais. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Puis c'est pour ça aussi que je vais toujours envoyer mes acheteurs se faire préqualifier au départ, avant toute chose, d'aller voir l'institution financière pour savoir leur capacité d'achat, puis de faire différents scénarios avec leurs représentants parce que faut se faire un plan de match. Il faut se faire un plan de match selon ce que tu as épargné, selon ce que tu es prêt à payer par mois, selon, tu sais, est-ce que le meilleur achat pour toi, c'est un petit duplex? Est-ce que c'est une maison familiale? Est-ce que c'est un condo? Est-ce que, tu sais... Fait que c'est vraiment du cas par cas, là. Et c'est pour ça que dans ce temps-là, on va voir Cristal. On va avoir un courtier. Les experts. On va voir des experts. Non, mais pour vrai, merci de bien avoir tout vulgarisé, sans censure aussi. Là, je pense que c'était clair, puis d'avoir pris aussi le point de vue de genre, en tout cas, toi t'as déjà acheté, mais comme moi qui n'ai aucune fucking idée comment ça fonctionne, puis de faire, hey, ben mon grand, ça fonctionne comme ça. Ça a vraiment été bien expliqué, je crois. Fait que, ben, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Puis tu sais, honnêtement, le courtier, il est là pour ça. Là, fait que l'acheteur ou le vendeur qui sait pas comment se lancer là-dedans, dans un projet de vente ou d'achat, ben le courtier, il est là pour ça. Il est là pour ça, pour répondre à toutes tes questions, pour te dire comment ça va fonctionner, c'est quoi les coûts à prévoir, c'est quoi les délais, c'est quoi, tu sais, on est là à chaque étape, là. Fait que, tu sais, le but, c'est d'être rassurant pour la personne qui c'est pas son monde, tu sais. Ben, Ouais, si vous voulez plus. C'est ça. Ouais, vas-y, ben, on va dire la même affaire, mais dans le fond, les liens sont dans la description. Fait qu'allez voir. Je pense que ça va te faire plaisir de répondre absolument. aux gens. Voilà. Ouais, puis nous autres, on est là pour vous divertir. Abonnez-vous. Yeah. Passez une belle fin de journée. Merci. Et si t'as aimé ce que t'as entendu, ben, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On t'encourage fortement à donner ton opinion, évidemment. Faites des blagues, faites-vous du fun. Passez une excellente journée.